Bienvenue dans cette version audio de Brin de réflexion. Le plus important, ce sont les petits soleils de chaque jour, un sourire, un mot d'encouragement, un échange, un petit plaisir ou un grand, tout ce qui nous rend heureux, joyeux, vivants, tous les petits soleils qui illuminent nos journées et à côté desquels il ne faut pas passer. Jacques Brel. Ces écrits sont une alternance entre le récit d'un quotidien varié et différentes réflexions sur nos modes de vie et de pensée, comme un recueil de vie non conformiste, peut-être un peu atypique. Une façon de partager une forme de philosophie, des idées, des points de vue, des expériences, ainsi que les changements qu'elles ont pu engendrer chez moi. Mon envie profonde est d'amener plus de douceur dans ce monde qui est bien trop violent, tant physiquement que psychologiquement, humainement, je pourrais dire, tout simplement. C'est aussi d'aider à créer chez chacun des expériences plus positives et actionner quelques changements en étant plus apaisé, encourager dans les caps à passer, tendre vers un monde plus juste et plus serein, et pour le plaisir d'écrire. Certainement un peu utopique par certains côtés, oui, mais sans cela alors nous ne faisons rien. Et la réalité à laquelle j'aspire est finalement juste du mieux pour chacun, pour le tout. Au travers de ce récit, vous y découvrirez mon univers ainsi que tout l'intérêt que j'ai à le partager. Et c'est avant tout avec le cœur et le plus d'authenticité possible que je le fais. Chacun y prendra ensuite ce qui lui parle et pourra laisser de côté ce qui ne fait pas écho, puisque nous avons évidemment tous nos différentes façons de penser et de voir la vie. Je peux tout autant parler de choses très factuelles, matérielles, comme de ce que nous ne voyons pas mais qui est bien là. Pense pour toi-même et laisse aux autres le privilège de le faire aussi. Voltaire. À l'approche de mes 40 ans, bien que je sois toujours curieuse et en quête d'apprentissage, de découverte, disons que j'aspire à un quotidien un peu plus doux, bien qu'empreint de nouvelles aventures bien sûr. Les remous ont été nombreux, les explorations variées, les déplacements presque innombrables, mais je suis consciente que toutes ces expériences et ces apprentissages sont ce qui me permet d'être moi aujourd'hui et de partager les choses comme je le fais. D'ailleurs, étonnamment, alors que l'âge n'a jamais été un réel sujet d'interrogation ou autre me concernant, je ressens aujourd'hui quelque chose de très différent en moi. Cette impression d'avoir déjà vécu tant de choses et d'avoir un passé prenant énormément de place en moi. Une accumulation de souvenirs, tous si différents, un immense sac de voyage qui m'accompagne et que j'aimerais pourtant parfois laisser à quai, un peu trop lourd. Comme une arrivée en milieu de vie, une forme de symbole et toutes les connotations qui vont avec. Nous apprenons tout au long de notre vie, et il est évident que nombreux encore seront les changements, tant dans ma vie matérielle que spirituelle, relationnelle aussi bien sûr. Il y en a d'ailleurs. Il m'est aussi arrivé d'aller dans une direction, l'explorer, puis la modifier, la réajuster, voire même ne plus la supporter. Pouvoir entendre certaines visions, façons de s'exprimer, puis devenir presque allergique. Certaines convictions et valeurs profondes restent évidemment, mais quelques réglages peuvent aussi se faire avec le temps. Que ce soit sur des idées, des actes, une façon de consommer, de s'exprimer, de gérer son quotidien tout simplement, on explore parfois un univers, on fait ses recherches, puis plutôt que suivre à la lettre, on intègre les choses en fonction de nos personnalités, de nos besoins. C'est aussi ce qui me permet de varier un peu, sinon nous serions tous identiques dans les différents courants de pensée desquels nous nous rapprochons. Mais non, nous sommes quasiment 8 milliards d'individus, tous bien différents. L'équilibre n'est pas toujours évident à trouver. Nous sommes nombreux à être en quête perpétuelle, en éternel changement, qu'il soit assouvi ou non, plein de questionnements, à parfois essayer de trouver ce qui nous correspond le mieux malgré nos nombreuses dualités. Et je ne dis pas que cela est forcément bon, car il est aussi facile de se perdre dans ses recherches. Alors si ces brins de réflexion peuvent créer quelques déclics, ouvrir la porte à de nouvelles envies ou compréhensions, eh bien j'en serais ravie. Et avant tout, j'ai envie de vous dire que rien ne vaut le fait de vivre sa vie, d'écouter ses envies et savoir faire abstraction du truc conventionnel et des avis des uns et des autres, ce qui n'empêche pas de savoir recevoir quelques conseils parfois judicieux. Savoir subtilement jouer entre le cadre dont nous avons besoin et la souplesse nécessaire et libertaire, celle qui dépose de l'inattendu et de belles surprises. Il y a ici des moments joyeux, d'autres moins, comme dans la vie de tout à chacun, je reste avant tout une humaine. Et l'électrocardiogramme n'est linéaire chez personne qui soit en vie. Bien que je ne puisse que souligner l'importance de la joie, à force de trop de sérieux ou de torsions cérébrales liées à mes excès de pensée, il est facile de s'en couper, et c'est pourtant le meilleur médicament qui soit, en plus du fait que cela fasse un bien fou.
Et puis se couper d'un si bel indicateur de bonheur, si court puisse-t-il être, est vraiment trop dommage. Je me nourris vraiment de la richesse de mes explorations et interactions, mais il est évident que passer un bon moment à rire est un vrai cadeau qui illumine tous les visages et dans tous les pays du monde. Alors, quand je traverse des moments sombres, cela me manque, forcément. Même si je sais aussi que le soleil revient toujours après les nuages et que cette partie-là est bien en moi, même si elle se cache de temps en temps. Fixer le point noir sur la feuille blanche est parfois tellement facile et ancré dans nos comportements qu'on en prend l'habitude sans même s'en rendre compte. Tout comme la légende du loup noir et du loup blanc que nous portons tous en nous. Celui qui grandit est celui que l'on nourrit. Je sais combien ce n'est pas toujours évident de changer les pensées quand elles sont là, bien présentes et si intenses, et il m'arrive d'avoir du mal à le faire également. Mais je ne peux que valider le fait que c'est un entraînement et que cela peut être surprenant d'en ressentir la différence. Ne pas poser toute votre attention sur ce qui ne va pas, au risque de ne voir plus que ça et d'en négliger le reste. Cela ne veut pas non plus dire qu'il faille renier les sentiments qui passent et s'accoutumer de l'inconfortable, mettre un mouchoir sur ce qui fait mal, pas du tout. Juste de ne pas s'accrocher trop fort à ce qui fait mal, de façon à ne pas lui donner toute la place de grandir encore et encore. Pour situer un peu les choses, ma vie a pris un tout autre tournant en 2014, alors que s'achevait pour moi tout un cycle d'années de salariat où le temps me manquait pour ce à quoi j'aspirais. Je n'étais plus en phase du tout avec mon quotidien et enchaînais les problèmes de santé et les traitements médicaux afin de continuer à travailler en essayant de faire taire le mal. Bien que les choses étaient encore très floues à ce moment-là pour moi, je savais au moins ce que je ne voulais plus et ce que je ne pouvais plus faire. Surtout à quelle valeur et besoin je voulais laisser la place et ce que je ne voulais plus cautionner. Je précise tout de même que je n'ai pas toujours été en confrontation avec ce que je faisais. J'y ai trouvé un certain équilibre pendant des années, même si dès que quelque chose me paraissait injuste, ma sensibilité me faisait profondément réagir. Le contexte familial lors de mon adolescence et mon besoin de contact humain autre que scolaire ont fait que je me suis retrouvée assez rapidement dans le monde du travail. Il m'aura fallu un certain temps avant de franchir le pas et accepter que je ne pouvais plus continuer comme je le faisais depuis tant d'années. Mais quand le bon moment est arrivé, malgré une certaine appréhension, je savais que ma décision était vraiment la bonne pour moi. Même si cela m'a valu beaucoup d'interrogations, d'inquiétudes et la non-compréhension de mes proches qui ne retrouvaient là aucun modèle connu et ne me retrouvaient pas non plus selon l'image qu'ils avaient de moi. À ce moment-là, je partageais en force le fait de ne pas être en recherche d'un nouveau travail, mais bien en quête de quelque chose de complètement nouveau, mon idéologie. J'avais besoin de mon temps et d'envisager les choses autrement que le métro boulot dodo. J'ai bien sûr traversé de grands moments de doute et de questionnement, aussi participé à différents tests et bilans de compétences dans l'idée de mieux me définir, peut-être même me découvrir, cherchant malgré tout à retrouver une forme de case dans laquelle me placer. Bien qu'à y réfléchir, cette recherche n'a réellement commencé qu'environ un an après la fin de mon activité professionnelle. Même si j'étais avant ça dans bien des questionnements déjà existants, à réfléchir sur une forme de réorientation, à ressentir qu'autre chose m'attendait au fond de mes tripes. J'étais durant cette fameuse année principalement plongée dans une soif de connaissances variées, m'ouvrant sur toute une autre compréhension du monde. À côté de ça, je suis contente de voir maintenant combien ça a aussi pu encourager beaucoup de personnes qui n'osaient pas changer de cap et quitter un travail qui ne correspondait plus aux aspirations, qui ne faisait plus vibrer. Partir sans avoir de plan précis. Et oui, c'est possible. Et qui plus est, je le réitère aujourd'hui encore d'une certaine façon, en clôturant une de mes missions régulières, dans laquelle je me sentais arriver au bout de l'énergie que je pouvais distribuer. Si l'on se sent inconfortable dans un travail au point d'en sentir des tensions désagréables, quel que soit le flou concernant la suite, n'oublions pas que la vie est pleine de mouvements et qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau à construire, à découvrir, à vouloir émerger. N'ayons pas peur du vide. Il sait être très bénéfique. J'ai alors, à ce moment charnière de ma vie, pu avoir du temps pour apprendre, découvrir, explorer et retrouver des parties de moi oubliées, laissées de côté, faire le voyage dont je rêvais et que je ressentais depuis tant d'années, qui ne sera peut-être pas le dernier. Me donner la chance d'aller au bout de mes idées. Ça peut être un long chemin que de se découvrir, livré à sa propre créativité quand on a passé des années à suivre le mouvement. Mais aujourd'hui, les modèles de personnes ayant acté de grands changements ne cessent de fleurir sur la toile et autour de nous et nous montrent plus encore comme il est possible de ne pas rester figé dans une situation qui ne convient pas ou plus.
même si à ce moment-là nous n'avons aucune idée de la suite. Il est, je pense, parfois important de s'autoriser des moments de vide, afin de pouvoir poser un peu l'esprit pour accueillir la nouveauté et laisser émerger de nouvelles idées. Celles-ci arrivent d'ailleurs bien souvent très spontanément, plutôt que lorsqu'on les cherche désespérément. Je pense 99 fois et ne trouve rien. Je nage dans le silence et la vérité me parvient. Albert Einstein. Mars 2021, La Baule. Bientôt 4 ans que je suis revenue du Canada. Aujourd'hui, c'est dans un environnement plutôt calme que prennent vie ces premières lignes. Premières lignes qui auront mis beaucoup de temps à prendre forme malgré les nombreuses pages commencées, chaque fois dans une énergie différente, mais toutes tournées plus ou moins dans la même direction. J'ai décidé d'en changer la forme afin de pouvoir partager ce qui me tient à cœur avec le plus de fluidité possible, sans y mettre d'enjeux trop importants, car c'est cela qui avant tout a ralenti la progression de ces écrits. L'intention que j'y mettais est une barre un peu trop haute, celle qui fait qu'on ne se sent jamais prêt, jamais assez bien, ou que l'on finit par se demander si cela est vraiment utile. Celle qui change tout au point de nous immobiliser et qui finit par stopper tous les projets, tout en créant un inconfort intérieur puissant. Pourtant, lors de mes premiers récits, les lignes avaient pris forme avec une véritable énergie de plaisir et d'enthousiasme. J'étais en plein voyage au Canada, euphorique de ce que je vivais. À ce moment-là, je ne m'étais pas mise de pression, pas de but précis, j'écrivais mes aventures et mes ressentis, très simplement, et je vois là toute la différence. Je la ressens encore très présente, malgré que j'en sois pleinement consciente. J'écrivais pas à pas sans penser au résultat final, ce qui me permettait d'avancer concrètement, de construire au fur et à mesure, jusqu'à arriver à ce qui m'avait semblé devoir clôturer cette grande page. La métaphore de l'échelle, de l'escalier, si on regarde le haut, alors cela peut sembler insurmontable et nous faire reculer plutôt qu'avancer, nous décourager. Alors qu'en avançant pas à pas, tout peut prendre forme à son rythme et créer une forme de satisfaction personnelle quotidienne. Bien que je rajouterais un point sur cette métaphore, il existe des échelles qui ressemblent plus à des montagnes russes. Nous avons parfois tellement intégré notre quotidien, nos habitudes, que nous ne voyons plus forcément en quoi il peut être différent, combien en parler peut être porteur pour ceux qui ne vivent pas le même. Et pourtant, aux yeux de certains, il paraîtra empli de richesses et de solutions à une problématique ou un besoin de l'instant T. L'écriture est pour moi un moyen d'expression libérateur. Cela me permet de laisser s'échapper mes idées, mes pensées, de les matérialiser et peut-être agrémenter les vôtres. Le partage d'expériences et de connaissances me semble relativement important puisque c'est bien celui-ci qui nous permet bien des actions et des compréhensions. Je ne peux que constater à quel point laisser s'exprimer ce qui nous anime est important, ne pas le laisser dormir et surtout ne pas le freiner. La créativité cherche à sortir et ne pas la libérer me fait penser à l'énergie d'un serpent maintenu dans une boîte et se tordant dans tous les sens. Le mental s'active en force, mais cela reste dans les abîmes ou dans les discussions, ce qui me semble assez destructeur finalement. Donc faisons-nous plaisir avant tout, et la forme que cela prendra sera la bonne, quoi qu'il en soit. Je profite donc d'être pour 2 jours dans un espace de calme à quelques 12 kilomètres plus loin de mon lieu d'habitation actuel, en mission cat-sitting, près des grandes baies de sable blanc, où mes pas se sont succédés encore et encore. L'opposé total de mon quotidien actuel qui me berce d'innombrables travaux à répétition. Je pense que la situation pourrait être comique si elle n'était pas si difficile pour moi. Encerclée par des travaux dans mon lieu de vie. Les premiers depuis 6 mois, 5 jours sur 7, avant d'accueillir les tout nouveaux, directement collés aux 2 parties attenantes de mon logement. 7 mois que j'ai emménagé à Saint-Nazaire, cette ville dans laquelle je n'imaginais pas revivre un jour, dans laquelle je ne voulais certainement pas revivre. Ville que je ne porte absolument pas dans mon cœur, bien au contraire. Une énergie qui est lourde pour moi, l'absence de nature, si ce n'est l'océan, bien heureusement, bien que sa couleur y soit beaucoup moins agréable que tout autour dans la région. Et un petit parc dans lequel j'aime me poser de temps en temps. Pas le plus grand, qui lui ne m'inspire absolument pas. Non, je préfère celui-ci, ce petit espace d'un joli vert, proche de la mer, dévoilant de belles variétés de fleurs et des arbres répertoriés. Une petite roseraie où il est bon de se poser et sentir le parfum délicat m'entourer pendant que je contemple le décor, que je laisse mon esprit se poser tout simplement. Je sais également apprécier les maisons colorées que j'aime croiser. Ça ramène une touche de gaieté et embellit vraiment le paysage. Je n'ai pas le souvenir que ces couleurs étaient présentes auparavant. Parfois touchée par un lierre rouge grimpant le long d'une maison,
et lui donnant un charme certain, ou quelques fleurs se dressant devant moi, et des pétales recouvrant le sol. Tous ces petits sourires de la vie que je reçois toujours avec plaisir. À côté de ça, beaucoup de béton, d'étranges sculptures, de grosses usines, des déchets au sol, les déjections canines. Nos perceptions et nos attentes sont bien évidemment variées, et ce qui peut me déranger peut paraître un peu dérisoire, mais cela reste mon ressenti. Certaines énergies ne se marient pas vraiment bien, et c'est le cas pour moi ici. Peut-être que ça changera. D'un certain côté, je commence à apprivoiser ces lieux, à moins que ce soit eux qui m'apprivoisent. Et je me vois même régulièrement remercier pour ce dernier logement qui est arrivé, malgré que la ville n'était pas celle à laquelle j'aspirais. Cela me permet aussi d'une certaine façon de me concentrer un peu plus sur mes activités, sans être trop happé par un décor m'invitant à passer beaucoup de temps dehors. C'est également une ville assez centrale, qui facilite les déplacements et le son lointain du train que j'entends de temps en temps sonne en moi comme le rappel de mon goût du voyage. La gare m'étant accessible à pied en quelques 2 kilomètres. Pourquoi je me retrouve là, me direz-vous? Un concours de circonstances m'y a ramené, alors que depuis mon retour en Loire-Atlantique il y a bientôt 4 ans, fin juillet 2017, j'ai longé la côte océanique, accumulant les déménagements sans pouvoir y trouver de pied à terre fixe, mais ne souhaitant clairement pas vivre dans cette ville que j'ai quittée quand j'avais 20 ans. Je la retrouve 19 ans plus tard par la force des choses, par une suite de synchronicités. Une destination finale? Probablement pas, du moins pas à temps complet. Mais je ne peux que constater combien nous ne sommes pas maîtres de tout. J'ai d'ailleurs, depuis mon retour ici, vécu beaucoup de conflits, comme une incompatibilité de caractère. Je n'ai connu ça nulle part ailleurs, mais c'est en force que les déceptions, trahisons, manipulations et autres se sont manifestées ici. Quand l'énergie ne passe pas, elle ne passe pas. Et cela n'a pas été sans mal, sans douleur. Il m'a fallu apprendre à ne pas fonctionner qu'avec le cœur et revoir tout mon mode de fonctionnement. Mon activité en a été largement ébranlée puisque je n'osais plus me montrer ni organiser quoi que ce soit. Il m'avait fallu dépasser certaines peurs pour me lancer, mais je n'avais pas imaginé que mes débuts encourageants recevraient par la même occasion tout le côté négatif de cette exposition. Que ce soit par les nombreuses personnes venues se servir dans mes projets, dans ma bienveillance et ma patience, comme celles s'autorisant tous les débordements au vu d'une certaine gentillesse qui nécessitait d'être revisitée et rectifiée. Non pas qu'elle ne soit plus là, mais force est de constater qu'il a fallu se repositionner et même fermer quelques portes afin de se protéger. Tout l'équilibre à trouver lorsqu'on évolue en société. Aujourd'hui, je réfléchis à 2 fois avant de me lancer dans de grandes épopées chevaleresques, pensant que je vais pouvoir aider tous ceux qui croisent ma route, et une certaine méfiance trop développée qui s'est installée. Bien que tout n'ait pas été rose lors de mon année passée au Canada, les connexions que j'ai pu avoir là-bas ont été beaucoup plus douces, naturelles, fluides, avec quelques exceptions bien sûr. Mais je me sentais vraiment chez moi à ce moment-là de ma vie et avec les personnes que je rencontrais. C'est étonnant de voir à quel point l'état d'esprit est différent d'un lieu à l'autre, et surtout à quel point ce qui est fluide pour certains dans un environnement ne l'est pas pour d'autres, et vice-versa. Nos sensibilités peuvent tout aussi bien s'adapter dans des lieux comme pas du tout. Je ne dis pas que rien n'est positif pour moi dans cette région, car j'y ai bien sûr rencontré de très belles personnes et en ai retrouvé d'autres. Je parle vraiment dans un sens large. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur le fait que malgré les milieux en principe dits bienveillants, que j'ai beaucoup côtoyés, et qui font malgré tout encore partie de ma vie, mon quotidien n'a absolument pas été plus doux. Ce sont avant tout des humains partout. Et c'est même encore plus dur à accepter lorsque le côté le plus sombre de ces entités prônant l'amour, le respect et tant d'autres valeurs prend la place sur toutes ces idéologies marquées. Les problèmes relationnels et tout ce qui va avec sont tout autant présents qu'ailleurs et n'en sont que plus décevants et surprenants. J'avais déjà eu l'occasion de faire ce constat au Canada, lors d'une expérience de woofing assez difficile malgré qu'elle fût très riche, puis auprès d'un Français ayant migré sur les terres de l'Ouest canadien. J'ai bien évidemment pensé à quitter cette région, plus d'une fois d'ailleurs. J'ai acté des démarches en ce sens, mais n'ai pas trouvé la porte de sortie pour le moment. Ce qui fait que je garde un côté relativement nomade, qui me plaît bien aussi, et me retrouve bien souvent avec mes bagages, que ce soit dans les très proches environs, ce qui me permet de changer un peu d'air, ou un peu plus loin, tout en restant pour le moment près de l'océan, avec bien sûr mon pied à terre. Je précise que celui-ci a encore changé entre-temps, et que malgré le fait que la ville reste la même, je suis aujourd'hui dans un lieu beaucoup plus calme et agréable. Adieu les travaux! Le côté positif de ces nombreux déménagements est pour moi le plaisir de découvrir de nouveaux espaces, ne pas rester trop longtemps dans une routine qui semble parfois me peser un peu. Alors c'est une façon de composer de nouvelles choses, en fonction des différents lieux où je me trouve.
Changer de paysage tout simplement, d'énergie, découvrir autre chose. J'y trouve toujours un côté grisant malgré le fait que ce soit parfois beaucoup d'organisation et de fatigue sur le moment. Dans mes différents changements, par exemple, je n'ai pas toujours idéalisé le fait d'avoir un lieu de vie fixe. J'ai souvent expérimenté de nombreux déplacements afin de garder une certaine liberté et cela m'allait très bien. Sans parler du fait que je ressens toujours mes points d'ancrage comme des étapes plutôt que des destinations finales. Il me semble que le passé nomade de l'homme est encore un peu présent chez beaucoup, même si aujourd'hui il est plus confortable d'avoir une base fixe. Je me suis souvent interrogée sur ce sujet. Finalement, je dirais que c'est très personnel et il n'y a pas forcément de bonne ou mauvaise manière de vivre, juste celle avec laquelle on va pouvoir se rapprocher de nos aspirations et trouver une forme d'équilibre entre cette grande dualité que nous avons pour beaucoup, le goût du voyage et celui d'un home sweet home. L'idéal étant pour moi de pouvoir concilier les deux, consciente qu'avoir une base me procure un certain confort et une forme de sécurité, mais en sera-t-il toujours de même? Je n'en sais rien. Tout homme est tiraillé entre deux besoins. Le besoin de la pirogue, c'est-à-dire du voyage, de l'arrachement à soi-même, et le besoin de l'arbre, c'est-à-dire de l'enracinement, de l'identité. Les hommes errent constamment entre ces deux besoins, en cédant tantôt à l'un, tantôt à l'autre, jusqu'au jour où ils comprennent que c'est avec l'arbre qu'on fabrique la pirogue. Mythe polynésien de l'île de Vanuatu. La beauté du décor. Lors d'une excursion improvisée, je me suis retrouvée l'été dernier dans un centre bouddhique. Une expérience vraiment intéressante. J'arrive alors dans ce grand et beau décor où les couleurs sont mariées dans le blanc des monuments. Le calme y est vraiment agréable, il y a peu de monde. Je suis content d'avoir fait ces quelques kilomètres en Bretagne pour arriver là, alors que la météo m'avait rendue hésitante à l'idée de m'y rendre. Je revenais d'un petit trip sur les îles Glénan, où on m'avait évoqué la présence de ce temple dans la région, et n'avais rien prévu de particulier pour la suite. Surtout au vu du contexte sanitaire du moment, puisque nous traversions alors ces fameux premiers protocoles incessants autour du Covid. Je venais de faire un échange sur les plages de sable blanc, face aux eaux turquoises, et en avais pris plein les yeux de ce joli paysage. J'avais rejoint un ami qui y faisait la saison et nous avions convenu quelques heures de travail en échange de ce dépaysement. À peine une semaine si je me souviens bien. Il m'était proposé d'y rester, mais l'envie de retrouver ma liberté s'était faite sentir, d'aller explorer autre chose. Aussi le besoin d'être un peu seule, car évidemment, c'était tout de même une vie en communauté. La sauvage que je suis a besoin de pouvoir s'extirper. Au temple, il ne m'aura fallu que quelques minutes pour entrer dans de grandes discussions avec un moine vivant sur place. Cela m'a permis beaucoup de réflexions variées. Je venais visiter et c'est une tournure inattendue qui s'est révélée. Après une belle balade dans la forêt alentour, où nous partagions nos différents regards sur la vie, ils me proposent alors de rester au temple et loger dans un de leurs gîtes actuellement fermés au public au vu du contexte. Je suis conviée à partager avec eux une soirée festive en lien avec la pleine lune du jour. Ravie de ces privilèges me permettant de découvrir cet univers dont je n'ai qu'une idée un peu préconçue, occidentale, légèrement découverte lors d'une autre approche, je décide d'accepter. Allez savoir pourquoi, il m'avait donné le choix entre deux gîtes et j'ai de suite regretté de ne pas avoir accepté le plus grand et confortable. Ma façon, encore une fois, de ne pas vouloir prendre trop de place, de penser que parce que j'étais seule, mon espace de vie se devait d'être petit. Il ne l'était pas particulièrement, mais c'était le plus petit des deux. Peut-être aussi le moins cosy, bien qu'il était tout de même plus que correct. Inhabité depuis quelque temps, les insectes y avaient forcément fait leur nid. Bien que ce soit tout à fait naturel, je dois avouer que mon sommeil a été des plus légers. Vigilance huppate et abstraction de cadavres volants. Bien que j'accepte sans problème une ou deux araignées dans ma chambre, elles étaient ici un peu plus nombreuses. Occupation des lieux en force. Ce n'était pas non plus un environnement désagréable, je précise, c'était même plutôt joli dans l'ensemble. Une de mes premières surprises fut le regard de ce moine sur ma voiture. D'ailleurs, je précise que malgré ma curiosité pour connaître son prénom de naissance, il ne m'a pas été possible de l'obtenir. Il a parfaitement épousé son nom bouddhiste, qui est aujourd'hui beaucoup plus adapté à sa personne et son mode de vie et de pensée. Au vu de l'importance des prénoms dans mon esprit, je suis donc restée sur ma faim. Je me demande alors s'il arrive que certains moines reprennent par la suite leur nom de naissance. Si certains empruntent ce chemin et finissent par ne plus être en accord avec. Alors comment le vivent-ils et quels sont leurs ressentis? Des questions que je n'ai pas pensé à lui poser sur le moment, bien que je puisse supposer que cela arrive. Il m'évoque alors le fait que le chef du temple bouddhique sera ravi de recevoir un hôte ayant une belle voiture en bon état. Je précise que je roule en Fiat Panda et non en Porsche. Ayant roulé pendant des années avec une voiture plus que vintage que je ne voulais pas mettre à la casse, puisque celle-ci tenait encore un peu la distance,
Je ne m'attendais pas à ce que ce type de lieu puisse être sensible à ce côté matériel. Me voilà bien étonnée. Je l'interroge alors sur ce point de vue et bien sûr lui partage le fait qu'il est pour moi écologiquement important de ne pas se débarrasser de tout ce matériel vieillissant juste pour avoir de nouvelles versions plus esthétiques. Ce n'était évidemment pas cet aspect qui avait amené ce changement de véhicule pour moi, bien que je sache pleinement apprécier tout son confort, sa praticité et sa beauté, à mon sens. Son retour m'a vraiment semblé intéressant et m'a amené à différentes réflexions. Il m'a évoqué le fait qu'il était plus agréable d'être dans du beau très simplement, que notre énergie s'emportait mieux, ce que nous ne pouvons effectivement que valider. Qui ne se sent pas mieux dans un espace joliment décoré, propre, coloré? Cela a remis en question beaucoup de choses en moi, autant matériellement que physiquement. J'étais pourtant surprise d'entendre ça, dans un lieu que je pensais plus axé sur l'humain que sur le matériel, mais il est vrai que tous ces temples sont soignés et pleins de beauté, d'esthétisme réfléchi. Les valeurs humaines n'étaient donc pas forcément associées à une forme de laisser-aller ou de négligence matérielle. Aucune incompatibilité, puisqu'au contraire, l'idée est que ce soit harmonieux et agréable tant pour le corps que pour l'esprit. Pourquoi imaginer qu'il faille forcément être dans une forme de vétusté pour avoir bon cœur ou appliquer certaines valeurs? Cette simple phrase m'a menée assez loin, puisque c'est aller chercher toute une réflexion sur la féminité et ce que nous pouvons qualifier d'artifice. Bien que je puisse parfois trouver dommage de voir à quel point les femmes dénaturent leur beauté originelle, je comprends aussi ce besoin de chercher à s'embellir pour son propre regard, pour ajouter de la beauté. Mouvement également vrai pour les hommes bien sûr. Chose que je fais également à ma façon, malgré être passée par différentes phases à ce sujet, et bien que je reste convaincue d'une grande forme de diktat et matraquage publicitaire. Cela dit, en y réfléchissant, chez bien des peuples, il est courant d'utiliser directement la nature pour embellir les peaux, poser des couleurs, se faire des dessins. Certains ont une profonde signification, mais d'autres sont réellement dans un but purement esthétique. Aussi le plaisir de se parer de bijoux ou de jolies tenues, avoir tout simplement envie de joli et en ressentir les bienfaits. Puisque bien évidemment, si nous nous sentons bien dans notre esprit, le corps s'emporte mieux et vice-versa. Comme un cercle vertueux, aussi une façon de se respecter. Tout comme il est plus que bénéfique de prendre soin de son corps par des activités de mouvement. Nous sommes à la base de grands marcheurs, ne l'oublions pas, et force est de constater qu'un peu de sport, quel qu'il soit, fait autant de bien au corps qu'à l'esprit et apporte une certaine dynamique, un regain d'énergie. Certains conseillent même un juste minimum en pratiquant quelques minutes à sautiller. Il existe tellement de possibilités qu'il est assez aisé de trouver une façon de s'activer un peu tout en s'écoutant. Même juste par de la danse très douce, que l'on peut faire chez soi, pour le plaisir, sans recherche de résultats, de performance quelconque. Se laisser embarquer par le son et profiter du moment. C'est aussi une façon de se donner de la force au quotidien, et sans même s'en rendre compte, il est vite arrivé de passer de quelques minutes à un timing beaucoup plus long. Refuser d'utiliser une crème pour hydrater sa peau par esprit féministe n'a donc plus le sens que l'on pourrait lui attribuer, mais serait alors plus une façon de ne pas prendre soin de soi, de son corps physique, qui mérite tout autant que notre esprit d'être nourri, par différents moyens. Je ne prône bien évidemment pas les excès, qui sont dans tous les cas, nous le savons tous, plutôt néfastes. Et je garde bien sûr la conviction que tendre vers plus de naturel est plus que nécessaire. Que ce soit au niveau de ce que nous consommons, que ce que nous utilisons et portons au quotidien. Éthique et équitable. C'est aussi une façon de se respecter que d'utiliser des produits sains. Et respecter la nature, la planète, me semble juste être une évidence. L'un ne va pas sans l'autre. Honorer son corps, prendre soin de son lieu d'habitation, du matériel, faire en sorte que ce soit propre et agréable à vivre, plaisant. C'est aussi une façon de respecter la vie. Je ne dis pas que le matériel doit prendre toute la place, ni même une trop grande place, non, mais qu'il n'est pas négligeable de s'en occuper avec bon sens, tout comme il est primordial de prendre soin de la nature. Parti rapidement acheter de quoi manger sur place, puisque je n'avais rien prévu, je reviens rapidement au centre, vide ma voiture et rejoins l'espace dans lequel était organisée cette soirée. Je m'installe le plus discrètement possible, au fond de la salle, afin de ne pas déranger les enseignements qui ont commencé. L'accueil se fait de suite assez particulier, par le regard soutenu et insistant d'une des participantes, qui semble bien me dire que ce lieu n'est pas ouvert au public. Je lui fais un petit signe à ma façon, essayant de lui faire comprendre que c'est bon, je suis respectueuse et ne me suis pas invitée de moi-même. Tout le monde est en tenue religieuse et malgré ma sobriété adoptée, il est évident que je dénote un peu. J'avoue m'être sentie confrontée par cette arrivée beaucoup moins douce que celle que j'aurais pu imaginer.
L'ouverture à l'autre me semblait alors bien loin de ce à quoi je m'attendais dans ce type de lieu. S'en est suivi un panel de rituels autour d'enseignements, de musique, entrecoupée d'offrandes, d'instants où nous pouvions manger et d'autres où il fallait s'arrêter. Tout un protocole que l'on ne peut comprendre qu'en étant pleinement pratiquant. Alors je me faisais hésitante sur les instants où il était accordé de manger et ceux où les différentes pratiques prenaient la place. Je me souviens avoir entendu plusieurs sujets sur lesquels j'ai pu le lendemain débattre avec ce moine accueillant. Je ne pourrais pas forcément les citer ici, car cela n'est plus assez précis dans mon esprit, mais il a été question du regard sur la femme, de la place du désir. Il a été important pour moi d'en discuter, au vu de ce que j'avais pu ressentir face à certains enseignements que je ne trouvais pas toujours justes, du moins qui nécessitaient pour moi un partage de pensée. J'avais environ 2 ans avant été expérimenter une méditation zazen dans un centre bouddhique près de chez moi. Un concours de circonstances mêlé à ma curiosité et mon plaisir de découvrir et vivre par moi-même les expériences. J'ai finalement l'impression de retrouver, dans tous les modes de vie, une forme de richesse et d'enseignement intéressant, de sagesse, mêlée à certains comportements ou actions qui me semblent presque à l'opposé de ce qui est prôné. Dans ces élans de bienveillance se trouve également une forme de violence par certains côtés. Le yin et le yang, certainement. Quoi qu'il en soit, l'impression de retrouver chez tout à chacun, et dans tous les courants, une forme de désir de bien faire qui se transforme parfois en mots ou actions que je ne trouve pas pacifiques du tout. Également une forme de jugement de valeur, tout comme nous pouvons le ressentir dans les univers dits spirituels, sans parler du terme éveillé que je ne supporte plus de par sa façon de créer une barrière directe et une échelle de supériorité, comme une classe sociale revisitée. Pourtant, ce même terme m'a également permis de comprendre, il y a quelques années, ce que j'étais en train de traverser. Ce grand changement de perception sur le monde, amenant toutes sortes de bouleversements intérieurs. Comme une compréhension détonnante, fracassant toute une vision, qui semble soudain erronée au possible. Revenons dans ce lieu d'accueil. Lorsqu'un enfant près de moi est entré dans la boutique du temple, la nonne qui s'en occupait ce jour-là s'est de suite alertée et m'a accueilli en précisant de tenir les enfants car ça touche à tout. Non, cet enfant n'était pas avec moi, mais surtout le terme ça touche à tout, en parlant d'eux, m'a vraiment choquée. Je ne dénigre pas les bons côtés et la richesse de ce que l'on peut trouver dans ces communautés. Je veux juste, par ce partage de faits, qui ne sont qu'une partie de ce que j'ai pu constater, rappeler qu'il n'y a, je pense, nulle part de pleine réelle bienveillance et tolérance totale, et encore moins quand les dogmes sont appliqués intensément. Que ce soit une forme de souffrance que l'on peut s'infliger à soi-même en pensant que cela nous permettra de mériter du mieux, ou se faire pardonner ce que l'on juge avoir fait de mal, ou encore une forme d'autorité sur l'autre, de contrôle, d'exigence. Je ne pense pas qu'il y ait de Dieu de récompense liée à une forme de soumission, quelle qu'elle soit. Écrivant ces lignes, me vient l'image d'une femme sur l'île de Tinos, en Grèce. Un voyage imprévu que j'ai eu la chance de vivre cet été, un joli contexte inattendu. Aux amoureux du blanc, des bougainvilliers et des portes et volets colorés, je vous invite à découvrir cette terre de contrastes colorés, chargée d'histoire et de symbolique, de mythes et d'éléments parlants. C'est magnifique. La douceur des pavés blancs glissant sous nos pas est un délice, attention toutefois aux grosses chaleurs de l'été. Cette femme montait à 4 pattes sur un tapis relativement long, posé dans la rue. Celui-ci rejoignait un lieu sacré. C'est une forme de pèlerinage très connue là-bas. Ce qui me vient alors à l'esprit est le fait qu'elle se mette en position de soumission et certainement douloureuse dans l'espoir probable d'obtenir une forme de rédemption ou être exaucée. Des pratiques variées que l'on retrouve dans de nombreuses religions et croyances, dans différentes cultures. Cela me renvoie également à la cérémonie du soleil pratiquée par certaines tribus amérindiennes. L'automutilation y est même parfois présente. Et ce ne sont quelques exemples parmi tant de rituels pratiqués partout dans le monde et depuis des millénaires. Sous différentes formes et à différents niveaux, l'homme navigue entre cette foi, qui pourrait laisser penser que nous n'avons pas besoin de souffrir pour être heureux, en ayant confiance en une forme de force suprême, et cette idée qu'il faille pour cela se retrouver en position de souffrance pour avoir le droit, obtenir la paix, mériter. La foi, je la connais bien. Elle est bien présente dans mon quotidien, bien qu'il m'arrive de me sentir démunie face à certains moments, comme tout à chacun. Je ne l'ai par contre jamais associée à une forme de sacrifice ou de douleur, ni à un Dieu particulier. Ma pratique de la prière se fait plutôt dans la douceur et à l'univers, avec parfois quelques rituels malgré tout. Que ce soit face à la beauté de la nature, en méditation, en dansant, en chantant, en me couchant ou tout simplement sans moment particulier. Parfois lors de moments difficiles, oui, mais aussi dans un quotidien plus tranquille. Il me semble que c'est avant tout une question d'intention.
Cela m'a valu de grands moments de magie et de surprise, parfois aussi de non-réponse. Il serait trop long ici de détailler certaines de ces incroyables expériences vécues, alors je ne peux qu'inviter chacun à expérimenter par lui-même. J'ai comme la sensation que notre nature cartésienne a cherché à mettre des icônes, des visages sur l'irrationnel pour se rassurer, alors qu'au fond nous prions tous dans la même direction. Ce n'est qu'un avis, et cela ne remet pas en question l'existence d'entités. Je crois d'ailleurs en beaucoup de choses, mais je ne sais pas tout. Personne ne sait tout et personne ne saura tout. Nous ne pouvons que chacun vivre nos propres expériences et vivre au mieux avec nos croyances, tout en se respectant au mieux, nous et le monde qui nous entoure. À côté de ça, l'expérience de la hutte de sudation que j'ai pu pratiquer au Canada m'avait pourtant été intéressante. La chaleur était vraiment intense et c'était pour moi très inconfortable. Je découvrais cette pratique sans avoir la moindre idée de ce que c'était. L'inconfort était tel que le mental avait fini par arrêter de diriger mes pensées, et cela avait laissé la place à toute autre chose. Ce qui fait aussi que d'une certaine façon, je peux comprendre certaines démarches et recherches passant par une forme de souffrance. Bien que je ne sois pas favorable à la douleur auto-infligée ou infligée, comme point d'accès à certaines compréhensions, révélations, sensations d'évolution, dimension, j'ai l'impression que le point commun de toutes ces pratiques est finalement la recherche d'un état de transe, la pose du mental, de la raison. Nous sommes tous humains, avons tous nos qualités et nos défauts, et peut-être qu'à trop penser détenir la vérité, la grande sagesse, alors nous n'acceptons plus de regarder notre propre part sombre. Nous ne remettons plus en question cette partie de nous et sentons une forme d'excès de supériorité qui casse alors la bonne intention de départ. Il règne si facilement une forme de violence et d'intolérance face à la différence. Je dirais que l'on retrouve les mêmes problèmes dans tous les milieux, qu'il n'y a pas de réel terrain parfait de pure bienveillance. Et pourtant, tout en écrivant cela, je pense à des personnes qui m'en semblent pleines, certainement aussi pleines de dualité. J'y suis moi-même confrontée à toute cette dualité. Autant il m'est possible d'être pleine de lumière, rayonnante, accueillante et aimante, autant je sais aussi très bien comme l'obscurité est capable de très vite me gagner avec la même intensité. Et cela même avec tout le travail que j'ai pu faire sur moi, toutes les compréhensions et les actions que j'ai pu mettre en place pour trouver une forme d'équilibre. Quel que soit le chemin, il arrive, je pense, à chacun des moments d'inconfort. Cela peut parfois étonner certains qui pensent que le fait d'être proche de courants philosophiques amenant beaucoup plus d'acceptation est une solution à tout, mais non. C'est un mode de pensée, des outils qui aident évidemment à traverser certains moments plus facilement, mais cela n'exclut pas les moments délicats pour ma part, même si je les relativise peut-être différemment maintenant. Mes analyses ont changé. Les peines, les erreurs de parcours, si on peut les appeler comme ça, les remises en question, les doutes, les moments de sensibilité exacerbés, tout peut encore facilement devenir un peu envahissant sur certains moments. Je me suis interrogée combien de fois quant au chemin que j'ai choisi, alors que celui-ci est comme une évidence. Il n'est pas forcément plus facile qu'un autre, bien qu'il réponde à certaines de mes exigences, à bon nombre de mes besoins. C'est toute une autre articulation de vie qui m'a aussi permis de trouver une certaine liberté si importante pour moi. Ce sont avant tout des choix, qui impliquent donc forcément des renoncements. Mais il arrive des moments de vie où il est plus inconfortable de rester dans un quotidien devenu habituel que de risquer la nouveauté inconnue. Alors j'ai acté, expérimenté, rectifié, ajusté, douté, parfois déprimé, savouré, encore douté. Et je pense que ce chemin sera encore plein de surprises et d'inattendus. Il l'est d'ailleurs déjà régulièrement. C'est un long apprentissage parfois que de rejoindre enfin la vie qui nous va. Olivier Adam. Je ne suis restée qu'une seule nuit là-bas. Repartie car je sentais que j'avais vécu ce que j'avais à y vivre, et l'appel de rentrer dans ma région, pour mettre en place la suite qui prenait de l'espace dans mon mental. Je n'avais, à ce moment, pas de logement défini, et je voyais arriver le début d'une activité pour laquelle je m'étais engagée. Il me fallait donc partir en quête d'une base, car malgré le confort de la liberté ressentie durant cet été de vadrouille, je n'avais pas trouvé d'ouverture autre particulière. C'était en août, j'avais quitté mon logement fin juin, une fin de contrat de location saisonnière et l'envie d'ailleurs combinée. Saint-Nazaire, avril 2021. Je déménage à nouveau, à Saint-Nazaire, encore une fois. Alors que je viens de passer 8 mois dans cette ville tout en cherchant des alternatives pour m'en extraire, c'est ici même, encore, qu'un logement m'est proposé. La vie a un plan, je ne peux voir les choses autrement. Effectivement, c'est ici que j'ai atterri après mon retour estival qui m'avait amené au centre bouddhique. Un concours de circonstances ou des coïncidences, comme on voudra. Mais c'est ce qui s'est placé pour moi, et je pourrais même dire malgré moi. Je me suis alors dit que c'était peut-être une façon que la vie avait de me protéger face à l'idée de tout lâcher qui se manifestait. Moi qui suis en permanence dans l'idée de faire de nouveaux voyages initiatiques.
Ce besoin si fort de découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures, de nouvelles saveurs, de nouvelles aventures tout simplement. Cette soif d'ailleurs en permanence qui est tout autant dynamisante que parfois questionnante. Qui me bloque aussi un peu d'une certaine façon de temps en temps, car cette sensation de penser toujours à un ailleurs oriente forcément certains choix du quotidien, comme une difficulté à m'ancrer. Et sans forcément rêver d'horizons très lointains non plus, juste le plaisir du changement. Alors que j'ai à nouveau pris la route en février et passé presque 2 semaines en Bretagne dans l'idée de trouver un nouveau lieu de vie, une opportunité, une communauté, malgré la beauté des lieux, ce qui s'est manifesté est un mail m'annonçant qu'un logement se libérait à Saint-Nazaire et que mon dossier avait été sélectionné. Quelques semaines plus tard, alors que j'étais dans une conversation enthousiasmante avec une numérologue, que j'exposais mon envie de m'organiser différemment et partir dans de nouvelles aventures, je reçois au moment même de cette conversation la validation finale de mon dossier. Une demande faite il y a 2 ans et demi et qui aboutit au moment où je m'apprête à m'organiser différemment. Quelques détails ont changé, car le lieu de vie demandé à l'époque était à une petite quinzaine de kilomètres plus loin, dans un cadre que j'affectionne, mais malgré tout, c'est maintenant que se manifeste cette proposition, alors que je ne m'attendais plus du tout à cela. Tout comme il y a 5 ans, remise clairement sur ma route. Quelques mois plus tôt, en décembre, mon dossier pour partir au Canada avait été mis en place. C'était pour moi lié à mon âge, la dernière année où il m'était possible de partir avec un visa permettant beaucoup de souplesse. Le passeport vacances-travail ou visa working holiday, permettant de rester 2 ans dans le pays et d'y travailler. Courant février, je commençais à me dire que les chances qu'il soit validé étaient minimes, et je me couche un soir en décidant d'abandonner ce projet pour partir au Costa Rica. La nature de ce pays m'attirait aussi beaucoup. Le lendemain matin même, je recevais un mail m'annonçant la validation de mon dossier pour le Canada. Celui qui ne croit pas au miracle n'est pas réaliste. Audrey Hepburn. Cela pour vous partager encore à quel point je ne peux que constater ô combien nous ne sommes pas seuls maîtres de notre destin. À quel point, bien que cela puisse parfois nous dépasser, la vie semble avoir un plan pour nous. Alors je me retrouve aujourd'hui dans cet appartement dont le nom de l'immeuble correspond à l'étymologie de mon prénom, dont le nom des rues qui m'entourent sont ceux d'écrivains, de médecins, de philosophes, ce qui correspond pleinement à mes activités actuelles. Une coïncidence? Où commence notre existence? À notre naissance dans l'alignement des planètes? Avant cela? Dans notre nom plein de symboliques et d'informations? Dans notre date de naissance? Dans ce que l'on porte en nous de nos ancêtres? De notre famille? Dans la composition de nos cellules? Dans l'eau qui parcourt notre corps? Tant de possibilités. Je me suis intéressée à bon nombre de ces sujets et je peux vous dire que cela est magnifique, d'une grande richesse ouvrant à tant d'informations, de révélations, de compréhension. Il me semble que nous avons oublié de nous questionner et d'analyser ce qui nous entoure, ou peut-être juste une question de manque de temps, ou encore notre éducation. Je pense que c'est aussi une question de culture. Tout ça n'est pas au programme, comme tant d'autres choses qui auraient largement leur place afin d'adapter les apprentissages au nouveau monde qui se dessine de plus en plus. Ceux-ci sont inchangés depuis des années, alors qu'il est évident aujourd'hui que les modes de vie et de pensée sont de plus en plus variés. Nous ne pouvons que le constater concrètement par l'émergence de nouveaux métiers qui n'existaient pas il y a quelques années, tout comme l'inverse est vrai aussi. De nombreux métiers n'existent plus. Et il est évident que ces changements vont continuer à s'accentuer. Ce qui fait que ce qui était adapté à l'organisation d'avant ne l'est plus forcément maintenant. Nous ne restons que très rarement dans un même métier pendant de nombreuses années aujourd'hui. Et même s'il est encore parfois difficile d'oser faire le pas de changer lorsque tout nous est inconfortable dans la mission occupée, il faut avouer que bien souvent nous finissons par passer à l'action beaucoup plus facilement grâce aux nombreux exemples que nous côtoyons aujourd'hui. Pas sans mal, car tout l'environnement accroché à un modèle de société a tendance à nous en dissuader, mais cela finit par se faire tant bien que mal. Et si nous n'y arrivons pas aujourd'hui, je dirais que la vie se charge de mettre ce qu'il faut sur notre chemin pour nous y amener. Je ne peux pas leur reprocher d'y être fermés, car chacun évolue avec ses propres références. Et il est aussi bien possible que nous ne comprenions pas toujours le chemin dans 20 ans des nouvelles générations. Peut-être même bien avant, car ça semble déjà là. Nous serons nous aussi enfermés dans nos carcans. Ceci dit, comprendre les peurs et les appréhensions est une chose, mais cela ne doit pas être un frein à nos aspirations et à l'écoute de nos ressentis profonds. Il est, je pense, évident que ces métamorphoses sont aussi propres aux conditions et lieux de vie, que je ne peux qu'être réaliste sur le fait que de ne pas avoir vécu de guerre change tout un comportement. Les préoccupations ne peuvent pas être les mêmes. Nous sommes aujourd'hui ici, en France, relativement préservés de certaines atrocités,
bien que le quotidien de beaucoup de personnes soit lourd et difficile, voire violent. Nous savons aussi aujourd'hui que nos corps et esprits sont marqués par ce qu'ont vécu les générations précédentes, épigénétique énigmatique. J'ai pu lire et entendre à ce sujet des histoires impressionnantes, comme celles de personnes marquées physiquement par l'histoire d'un arrière-grand-père, par exemple, ou plus loin encore. C'est stupéfiant d'imaginer qu'un problème que nous avons et auquel nous n'arrivons pas à trouver de solution ni d'explication peut provenir d'un événement du passé que nous n'avons pas vécu directement. Le corps transmet ses mémoires blessées tout comme il transmet la forme d'un nez. Est-ce que le fait de le savoir change une vie? Parfois oui, parfois non. Le tout est peut-être aussi de ne pas s'y rattacher complètement, mais de vivre avec, d'accepter sans tout chercher. Je ne sais pas si cela rend plus heureux ou non, c'est juste une question de choix, d'envie, de possibilités et d'opportunités. Mais il semble que cela puisse profondément changer un quotidien. Les Premières Nations évoquent le lien entre nous et les 7 générations suivantes et précédentes. L'eau. La mémoire de l'eau est un sujet que j'ai déjà évoqué dans des précédents écrits, mais qui a, me semble-t-il, beaucoup d'importance. Nous baignons pendant 9 mois dans les eaux maternelles et sommes constitués d'environ 70% d'eau. Différentes expériences ont révélé que celle-ci enregistre beaucoup d'informations. Nous pouvons donc autant partir sur ce qui a été emmagasiné par la mer directement, mais bien évidemment par la mère de la mer, et ainsi de suite, puisque c'est une transmission directe. Une étude que je vais tenter d'expliquer par écrit. Une goutte d'un produit a été diluée dans une fiole d'eau. Cette fiole, ensuite, elle-même diluée une dizaine de fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace perceptible de la goutte en question. La fiole finale posée sur un appareil enregistrant la vibration de celle-ci, qui sera ensuite envoyée en Italie. Le son de la vibration uniquement, sa fréquence, je pourrais dire, avec mon vocabulaire, loin de celui d'une scientifique. Cette fréquence sera ensuite envoyée sur une fiole d'eau n'ayant aucunement été en contact avec celle qui aura servi de base de départ, celle résultant des 10 dilutions. C'est là que la magie opère. Cette fiole italienne agit comme si elle avait elle-même été en contact avec la goutte versée dans la toute première fiole, avant dilution. Elle a enregistré les informations sans même qu'il y ait le moindre contact. Comment ne pas réfléchir à tout ce que cela implique dans nos quotidiens, tant sur les maladies que sur les mémoires transgénérationnelles et plus encore. Personnellement, je fais maintenant attention dans mon quotidien, entre autres, à l'eau que je bois. Au fait d'essayer de lui permettre de m'apporter du doux et non seulement de m'hydrater et boire sans réfléchir une eau complètement déminéralisée, transformée. Surtout que nous savons tous aujourd'hui que l'eau que nous buvons est complètement polluée par tous les traitements et toutes les substances chimiques vaporisées à tout va un peu partout, qu'elle est complètement appauvrie. Si celle-ci provient d'un robinet, je la laisse décanter dans une carafe afin qu'elle se restructure puisque la puissance avec laquelle elle parcourt les tuyaux brise complètement son harmonie originelle. Cela permet aussi de laisser s'évaporer un peu le chlore et autres substances nocives, même si je suis bien consciente que cela ne soit pas non plus suffisant. Et le petit plus est la fleur de vie colorée que j'aime glisser sous la carafe, avec l'idée d'apporter plus encore de beauté à cette eau que je fais ensuite voyager dans mon corps. Mais il existe bien des techniques plus performantes encore plus pour purifier celle-ci afin qu'elle nous nourrisse à sa façon. L'eau, c'est la vie, et c'est bien connu. Et je porte bien sûr une attention particulière à ne pas la gâcher inutilement. C'est une ressource dont tout le monde n'a pas la chance de jouir librement et facilement. C'est un rapport aux éléments assez différent de celui que nous avons l'habitude d'avoir lorsque l'on court après le temps. Je suis d'ailleurs assez troublée, pour ne pas dire dérangée, voire attristée ou en colère, quand je vois l'humain ravager la nature. Que ce soit à grande ou petite échelle, cela se voit partout, autant dans l'utilisation de produits chimiques vaporisés à tour de bras que dans la destruction directe. Un exemple très concret. Un terrain magnifiquement arboré vendu à une personne le trouvant beau et agréable. Au final, la végétation luxuriante, pleine de vie, a été totalement rasée pour laisser place au béton d'une maison destinée à produire des plats à emporter. Impossible d'en enlever plus aucune trace de végétation, tout a été supprimé. C'est une biodiversité entière qui est alors exterminée, de beaux espaces complètement transformés. Pourquoi ne pas s'adapter tant que possible pour préserver cette vie, ces paysages qui nous ravissent tous? Je ne remets pas en question le fait d'avoir besoin de se construire un espace de vie, mais pourquoi ne pas le faire tout en essayant au maximum de préserver la nature? D'autant plus que c'est d'ailleurs souvent la beauté de celle-ci qui motive le choix du lieu de vie. Mais alors, où est le sens d'acheter ces beaux endroits et de tout couper? Un arbre est vivant, il ressent, il communique, nous apaise. Je n'arrive pas à y voir juste sa forme, non, il est bien plus que ça,
Et au vu du nombre de documentaires, de livres, de partages scientifiques en ligne, il est difficile de ne pas le savoir. C'est alors une question de sensibilité, et cela me ramène au manquement éducatif à ce sujet. Nous aurions bien besoin d'apprendre à respecter le vivant et renouer avec cette sensibilité qui, à mon sens, permettrait d'apaiser les rapports humains et plus encore se reconnecter à la vie autour de nous. Sans parler des dégâts liés à ces déforestations massives. Les inondations en sont un bel exemple. L'eau ne peut alors que s'accumuler et s'écouler, puisqu'elle ne peut plus être absorbée. L'homme est fou, il adore un Dieu invisible et détruit une nature visible, inconscient que la nature qu'il détruit est le Dieu qu'il vénère. Hubert Reeves. Les règnes et leurs mystères. La lecture d'un livre sur les sagesses polynésiennes m'a permis de découvrir à quel point mes sensibilités, ma philosophie de vie et ma vision du vivant sont très proches des leurs. Si bon de se sentir compris même au travers des lignes. Bien que je sache que certains points ne sont aujourd'hui plus totalement d'actualité, il semble que même ces lieux paradisiaques se soient américanisés. J'ai un grand respect et beaucoup d'admiration pour les différents règnes, animal, végétal, minéral, ainsi que pour les éléments. J'attache autant d'importance au monde du visible qu'à celui de l'invisible, à la puissance et l'importance des mots, de nos pensées, aux vivants qui nous entourent partout et auxquels on ne prête plus attention. Quand je regarde une fleur, une plante, un arbre, oui, j'y vois la vie, et j'évite même autant possible d'écraser la nature qui peut se trouver sous mes pieds. J'en prends soin tout simplement, tout comme je prends soin d'un animal et des humains, autant que possible avec mes limites. J'ai plaisir à utiliser les plantes dans mon quotidien, que ce soit sous forme d'huile essentielle, de macérat, de plantes séchées. Mais je le fais en essayant de respecter au maximum tout ce qui fait qu'elle est aujourd'hui disponible pour moi. Elle a pris vie, elle a grandi, développé ses propriétés, elle a été cueillie, récoltée pour pouvoir m'être utile aujourd'hui. Alors c'est un peu de vie à chaque fois que je me dois de respecter et de consommer avec intelligence et mesure. Mes infusions, je les préfère en vrac, quand je vois la plante et non juste quelques résidus. Et je n'en fais pas qu'une simple utilisation. Elle sera réutilisée 2 ou 3 fois avant de continuer son chemin dans un composteur où elle apportera à nouveau sa touche, où elle servira à nouveau la terre, le vivant. Tout comme tout déchet organique est censé continuer son chemin sans passer par le recyclage industriel. J'ai également conscience lorsque je mange de la viande ou du poisson que c'est bien un être sensible et que cela n'est pas anodin. Il m'est d'ailleurs toujours difficile de voir ces immenses étalages d'animaux sous vide dans les supermarchés. On a complètement modifié notre rapport au vivant, insensibilisé le consommateur de façon à favoriser le commerce. Qui aujourd'hui se soucie vraiment du bien-être de l'animal qu'il retrouvera dans son assiette? Qui visualise vraiment l'être alors que celui-ci est découpé en filets? Et en même temps, combien seraient capables de le tuer eux-mêmes avant de le manger? Pas grand monde, je pense. Alors ce n'est pas ce que je propose, évidemment, mais juste de prendre un temps, de respecter, d'honorer, et évidemment de diminuer cette trop grande consommation qui n'est pas non plus bénéfique pour nous en termes de santé, surtout au vu de la chimie retrouvée en masse, encore une fois dans cette consommation. Et bien évidemment, une grande vigilance à ne pas jeter de viande. Ces animaux qui pour la majeure partie n'auront même pas connu la vie en nature dans laquelle ils sont censés vivre. Ils auront juste foulé sur quelques mètres des sols bétonnés et bien souvent reçu beaucoup de violence. Quelle vie! Mon alimentation n'est pas parfaite, loin de là, mais j'apprécie vraiment le sentiment de manger sainement. Et je sais aussi reconnaître que parfois le plaisir se fait sentir dans ce qui est plutôt classé du côté des mauvais aliments. Mais le tout est, je pense, dans l'équilibre et il reste surtout important d'éprouver du plaisir en s'alimentant. Manger un super aliment avec des hauts de cœur ne me semble pas plus bénéfique que manger un burger chimique. Plus nous mangeons ces aliments transformés et bourrés de pesticides, plus nous modifions tout un écosystème. Nos corps se retrouvent en permanence sous médicaments et souvent dépourvus des bons nutriments dont nous avons réellement besoin. La nature s'appauvrit et se transforme encore et encore. Les virus se renforcent et deviennent de plus en plus résistants. Et les plus riches s'enrichissent encore et encore, au détriment de la vie, de la santé et de l'égalité. Ce sont donc quelques choix à faire tant que possible, même si ceux-là sont difficilement tous parfaits et ne changeront peut-être pas le monde. J'ai été épatée par la réflexion d'une jeune fille lors d'un atelier philo en collège. Elle évoquait le fait que l'homme détruisait la nature par l'usage de la chimie, dans le but d'avoir justement plus de nature. Référence à l'agriculture intensive et à l'usage de pesticides et de certains engrais. Elle y voyait tout le non-sens de l'homme et s'interrogeait. Je ne m'attendais pas à cette pertinence, même si je ne peux que constater combien il est passionnant d'entendre ces adolescents s'exprimer librement.
Un regard sur l'alimentation. L'alimentation est un sujet qui ne peut que faire partie de notre quotidien. Pourtant, la forme que cela a pris me semble douteuse et les appels au régime, au détox en tout genre envahissent les réseaux, les magazines, les publicités. Et finalement, à la place de retrouver du bon sens, tout simplement, cela amène à des troubles alimentaires plus importants et à la quête d'une forme de perfection du corps définie par de multiples normes et critères de soi-disant beauté. Les produits ultra transformés ont pris une place surréaliste et remplacent les aliments sains, basiques et nutritifs. J'ai moi-même un parcours changeant face à tout ça. Mes expériences professionnelles ont tout de même été largement tournées vers l'alimentaire et sous différentes formes, je me suis retrouvée dans ce milieu. Je suis également passée par différentes approches, certaines en conscience, d'autres dans l'unique démarche de me remplir sans vraiment réfléchir à ce qui était bon ou non pour moi, si ce n'est le goût de ce que je mangeais. Je ne m'interrogeais pas non plus du où, comment, avec quoi, dans quelles conditions, etc. Aujourd'hui, je pense savoir reconnaître les fois où je m'alimente sainement et celles où il est évident que je n'apporte pas le mieux pour mon corps. L'important étant, je pense, de savoir faire la différence et de voir où se trouve la majorité de nos actions. Aussi d'éviter les barrières liées à nos différences et accepter de partager un repas que je ne me serais pas fait pour moi lorsque je suis invitée. Savoir apprécier ce qui nous est offert sans pour autant être dans l'ignorance et respecter tant que possible mes convictions, mes idées, mes pensées. Parfois je me permets quelques commentaires, parfois je les garde pour moi. J'ai peut-être appris à doser, de façon à trouver une forme d'équilibre et ne pas froisser l'hospitalité, bien qu'il m'arrive de choisir de ne pas manger certains aliments. Et consciente également que pour beaucoup, ces questions n'ont même pas la place de se poser, au vu de la difficulté de répondre à cette première et simple nécessité qui est de manger. Est-ce que revenir à l'essentiel, au bon sens de produits frais, non traités, non transformés, non suremballés, ne serait pas suffisant? Revenir à manger quand nous avons faim et non 3 fois par jour à heure fixe et définie par une société capitaliste en quête de profit, de consommation, de conditionnement? Car il faut être conscient que cette façon de faire est vraiment liée au fait que nous sommes rentrés dans un mode de consommation rattaché au rythme de travail qui a fini par rentrer dans la norme, même si aujourd'hui nous y sommes habitués. Sans compter les bénéfices que cela rapporte aux multinationales de nous conseiller 3 repas par jour. 3 repas empoisonnés qui mèneront à consommer des médicaments pour se soigner. Médicaments qui proviennent très naturellement de ces mêmes sociétés qui contaminent. Le bénéfice est large. Et quand on sait que les Premières Nations utilisaient et utilisent encore la nature pour se soigner, cela amène à réfléchir. Il ne faut pas oublier que l'industrie pharmaceutique s'inspire en partie de ces plantes que nous ne savons plus identifier et qui nous permettraient de nous soigner si besoin, bien que les maladies sont forcément moins fréquentes lorsque l'on s'alimente correctement. Notre nourriture ne serait-elle pas notre meilleur médicament? Ce n'est pas toujours évident, nous avons beaucoup d'habitudes installées et je peux imaginer que lire les choses de la sorte comporte un côté culpabilisant. Ce n'est certainement pas mon idée, mon envie. Je ne prône pas le tout parfait qui n'existe pas. Juste une façon de réfléchir un peu plus et que chacun fasse au mieux avec qui il est, ses possibilités et surtout ses envies, sans se dire que la montagne est trop haute, car ce n'est pas le cas. Les petits pas, sans chercher à atteindre un sommet qui n'existe pas. Je peux vous garantir que la saveur d'une belle tomate rouge fraîchement cueillie en été n'a rien à voir avec la tomate calibrée retrouvée dans les hypermarchés. Sa forme et sa couleur non plus d'ailleurs, mais ça vous le savez déjà. Aviez-vous remarqué que la forme d'une tomate coupée ressemble à celle d'un cœur? Eh bien, il faut savoir qu'elle est très favorable à cet organe, tout comme la carotte l'est pour les yeux et le raisin pour les poumons. Cela est valable pour de multiples fruits et légumes. Bien sûr, nous sommes habitués à un certain rythme et certains automatismes liés à notre éducation. Mais à partir du moment où l'envie de se sentir plus en harmonie avec son corps et la nature se fait sentir, peut-être y a-t-il des solutions très simples finalement. Dans tous les cas, je vis un certain plaisir à déguster un fruit frais ou cuisiner des légumes tout juste cueillis et encore pleins de vie. La sensation qu'ils m'offrent tout ce qu'ils ont de bon à offrir. L'éducation. Je fais ici référence à une conférence faite par une jeune femme qui transmet les enseignements de la pédagogie Montessori et qui m'a semblé pleine d'évidence. J'y ai assisté il y a quelques années maintenant et j'ai vraiment aimé de l'écouter. Elle évoquait entre autres le fait de favoriser au maximum le confort et l'autonomie de l'enfant en lui mettant à disposition, sans avoir besoin de demander à un adulte, de l'eau, un espace dodo et un accès aux pots. Du bon sens. Favoriser le legging plutôt que les collants, de façon à laisser les pieds libres et bien mobiles. Ces points d'appui qui nous accompagnent toute notre vie et qui ont aussi envie de respirer et se mouvoir sans contrainte, sans risquer de glisser, qui peuvent complètement changer une posture et qui sont pleins de points de réflexologie.
Un accès direct au sol, à la terre, quand c'est possible. Une belle façon de faire circuler l'énergie. Si nous parlons de prise terre, ce n'est pas un hasard. Nous sommes pleins d'énergie tout comme elle, et la connexion s'établit forcément. Nous avons aujourd'hui plutôt tendance à en être coupés par nos chaussures qui ont pris beaucoup de place dans nos quotidiens, alors même que nous sommes ultra chargés par toutes les nouvelles technologies qui nous entourent, et ce Wi-Fi devenu indispensable pour bon nombre d'entre nous. Et je ne remets pas en question tout le positif que cela peut apporter au quotidien, loin de là. Je l'utilise également, juste un constat de ce que ça peut changer en nous. Toujours autour de cette pédagogie éducative, elle évoque également le fait de ne pas forcer les bisous et les câlins. En tant qu'adultes, nous devrions pouvoir le comprendre. Une façon d'apprendre à respecter son corps et ses envies. Peut-être un axe permettant d'éviter certaines dérives qui passent sous silence car l'enfant a appris qu'il devait répondre à la demande du contact de l'adulte. Je sais, c'est un peu dur mais c'est pourtant un réel premier pas dans le respect de soi. Et pour en revenir à l'alimentation, cela commence dès l'enfance, où dans notre société, il est commun de forcer un enfant à terminer son assiette. Sachant qu'il ne se laissera pas mourir de faim, il faut admettre que nous ne lui apprenons pas à écouter son corps, ni à avoir un rapport sain avec la nourriture. Ce qui laisse tout de même souvent certaines séquelles à l'âge adulte. Également notre ennemi le sucre, considéré tout de même comme étant une drogue plus dure que la cocaïne et dont il est devenu difficile de nier cette accoutumance dévastatrice pour notre corps et pour l'environnement par la même occasion, due entre autres aux monocultures mises en place pour le produire. Cette mauvaise relation au sucre est liée en partie à notre façon de l'évoquer comme une récompense. Un dessert si tu termines ton assiette par exemple. Alors en plus de ne pas écouter sa sensation de satiété et de perturber l'organisme, nous l'habituons à recevoir une dose de sucre dont nous devenons très vite dépendants. D'ailleurs, nous pouvons facilement ressentir que plus nous mangeons sucré, plus notre corps en a envie et besoin. C'est devenu le plaisir du 4 heures, encore une fois une sorte de récompense. La pédagogie Montessori a une approche que j'aime beaucoup par rapport à tout ça. Cela consiste à faire des plateaux aux enfants dès leur plus jeune âge. Des plateaux sur lesquels tout est déjà posé, du salé et du sucré. Et laisser l'enfant manger dans le sens qu'il souhaite, faire des mélanges s'il veut et manger à sa faim. Peut-être vous dites-vous qu'il va forcément ne manger que le dessert. Eh bien non. Les témoignages de personnes le pratiquant sont catégoriques. Puisque l'enfant n'a pas le temps de créer ce rapport au sucre, alors il sera moins tenté de ne manger que ça. Et bien sûr, favoriser les sucres naturels tels que les fruits n'est que du positif. Éviter au maximum les produits transformés remplis d'additifs, de colorants, de conservateurs et autres substances. Peut-être éviter également de calmer son enfant avec des gâteaux et tout autre automatisme de mauvais sucre. Nous sommes un organisme vivant, il est donc normal de se nourrir le plus possible avec des aliments non transformés, issus d'une agriculture biologique, je dirais même simplement éthique et respectueuse de l'environnement. Respecter notre corps et la planète en même temps. Biologique n'est pas forcément gage de qualité, c'est pourquoi j'évoque plutôt le naturel, le non traité. Retirer la peau d'un fruit ou d'un légume n'éliminera pas les substances chimiques vaporisées dessus et dans les sols, puisque c'est par là qu'ils puisent l'eau elle-même contaminée. Si les sols sont contaminés par une agriculture intensive et chimique, les terrains dans lesquels s'élèvent les légumes sont malades, ce qui rend les plantes malades, donc également la nourriture que l'on ingère. Nous nous rendons donc malades tout autant que les enfants bercés dans les eaux maternelles reçoivent ce même breuvage. Est-ce que toute cette chimie n'aurait-elle pas une incidence sur la difficulté que beaucoup de femmes ont pour avoir des enfants? Peut-être. Le respect de Gaïa, la terre-mère, est plus qu'important pour chacun de nous. Nous avons l'avantage en France d'avoir beaucoup de producteurs locaux et respectueux de la nature. Autant en profiter et se renseigner pour savoir où sont ceux les plus près de chez vous. Il existe d'ailleurs des fournisseurs qui facilitent cela. Par exemple, la ruche qui dit oui, les AMAP, bien que je ne puisse pas passer par ces derniers au vu de mes nombreux déplacements. De plus, l'échange est bien sûr incomparable avec celui que l'on peut avoir dans un supermarché. C'est une belle chaîne humaine. Même s'il n'est pas impossible d'avoir de bons moments dans un commerce hyper et recevoir un sourire qui réchauffe. Je ne dis pas que je ne vais jamais en supermarché, bien que j'évite vraiment d'y acheter fruits et légumes. Tout est encore une fois dans la mesure, dans le fait d'essayer de faire au mieux en fonction du moment et de l'environnement dans lequel on se trouve. Mais il faut avouer que je peux me retrouver rapidement dubitative lors de simples achats pour le quotidien, malgré tout ce que j'ai pu épurer. Alors peut-être qu'avant de passer par la consommation de produits miracles amincissants ou régénérants, il serait judicieux et sain de simplement modifier son alimentation pour revenir à des bases plus naturelles. Je ne suis pas sûre que tous ces compléments alimentaires soient vraiment efficaces et nécessaires, même si certains peuvent être un bon soutien de temps en temps.
J'ai tendance à penser que tout est dans la nature et près de nous, que chaque environnement contient ce dont chaque peuple a besoin. Alors il serait normal de s'interroger aussi sur notre sédentarité, puisque nous sommes des nomades de base, et avions donc accès à différentes ressources liées à ces déplacements que nous ne faisons plus. Bien qu'aujourd'hui, tout un circuit d'import-export soit en place et bien sûr nous facilite beaucoup la vie. Et bien consciente également que la vie a beaucoup changé entre-temps, les métabolismes aussi par la même occasion. Beaucoup de cultures évoquent également les bienfaits du jeûne et il a été prouvé scientifiquement bon nombre d'avantages à le pratiquer. Cela peut être sur des courtes durées, sur des rythmes adaptés à chacun, et il existe beaucoup de lieux et de personnes encadrant ce procédé. Je n'ai pas testé personnellement, mais j'ai rencontré plusieurs personnes le pratiquant, par intermittence ou plus longuement, et les échos en sont relativement positifs, dont le fait que pour beaucoup, cela donne justement de l'énergie puisque le corps est au repos et n'a pas besoin de travailler pour la digestion. À ne pas pratiquer démesurément et sans se renseigner au préalable évidemment. En partant sur ce sujet, nous pourrions parler des bienfaits de cette pratique pour les maladies. Il est reconnu que le jeûne permet d'aider à soigner des maladies graves. Lorsque nous mangeons, nous nourrissons nos cellules et les aidons à se développer. Mais ce qui est vrai pour les cellules saines l'est également pour les cellules malades. Je ne rentrerai pas dans les détails car les experts sont bien au point pour cela, mais juste par curiosité, vous pourrez parcourir ce sujet sur Internet. Je précise que le côté pranique est pour moi inconnu et plein d'interrogations, même si c'est un sujet qui est arrivé de temps en temps à mes oreilles. Notre rapport à la nourriture est donc, à mon sens, complètement faussé dès l'enfance. Et même s'il est parfois difficile de changer les habitudes, faire des petits pas vers cela est certainement beaucoup plus adapté à notre corps. Je ne suis pas médecin, pas non plus une spécialiste, mais curieuse, et j'aime m'informer via différentes sources. J'ai l'avantage d'avoir pris et de prendre du temps pour échanger, rencontrer des personnes qualifiées et variées pratiquant différentes choses. Les différents mouvements actuels me semblent plutôt favorables en ce sens. Les pédagogies autour de la bienveillance éducative sont un bel exemple. Et bien qu'il y ait encore un immense travail de fond et personnel à faire afin de faire baisser les violences de toutes sortes, de plus en plus de personnes œuvrent aujourd'hui dans cette dynamique. On ne peut tous que constater combien ce système est agressif par de nombreux aspects, tant par nos façons de communiquer que par nos actes au quotidien, jusqu'à notre consommation. Les adultes en souffrance courent les rues, les adolescents sont de plus en plus fragiles, et les enfants semblent un peu perdus dans cette cacophonie où le numérique occupe tant leur espace. Les dépendances sont nombreuses. Et si ces nouveaux métiers autour de l'accompagnement prennent tant d'essor, c'est bien qu'il y a de plus en plus de personnes en quête de sens, d'apaisement, de réalisation personnelle, en recherche de mise en place d'un nouveau mode de vie plus adapté à la société actuelle et aux différentes compréhensions qui se sont mises en place. Et bien sûr, de plus en plus de personnes cherchant à trouver leur place dans cette société en pleine mutation. Pouvoir se sentir au plus proche de soi, éprouver du plaisir dans son activité et vivre décemment. Le temps du métro-boulot-dodo est révolu. Et même s'il est encore difficile de trouver son équilibre entre le besoin évident de ressources financières et une forme de liberté, les actes se posent de plus en plus. Certains se regroupent, se rassemblent et décident de revenir à des valeurs plus proches de la terre, d'une certaine façon plus douce. Je vois émerger ces communautés un peu partout et suis ravie de constater que ce mouvement grandit de plus en plus. Bien sûr, cela peut paraître utopique, sembler loufoque, presque marginal, et pourtant, tout le monde n'est évidemment pas attiré par ce mode de vie et je le conçois tout à fait. Je pense que nous sommes facilement tous pris dans une forme de prison, quels que soient nos choix dans tous les cas. Il y a cette prison que la majeure partie des gens connaissent ou ont connue, celle où la journée est rythmée par un travail avec plus ou moins de sens et dans laquelle le temps défile de jour en jour, avec une forme de routine éternelle et toujours les mêmes problèmes, laissant très peu de temps à la réflexion et à la possibilité d'un autrement. Mais la recherche de liberté peut également devenir une forme de prison, avec son lot d'incertitudes et la nécessité de parfaitement s'organiser pour faire coïncider les choses. Je pense que dans les deux cas, une forme de choix est nécessaire et cela implique tout simplement de bien connaître ses priorités et accepter de renoncer à certaines choses. Naviguer entre les deux n'est pas non plus impossible, la vie n'est pas figée. Je connais finalement peu de personnes ayant parfaitement trouvé leur équilibre dans une voie comme dans l'autre, et je trouve ça tout simplement humain. Quel que soit le choix, même si je ressens forcément une certaine forme de questionnement quant au fait de dénaturer la vie, je ne peux que constater toutes les ambivalences que nous traversons tous et tout ce que nous avons pris l'habitude de nous imposer. Aussi, encore une fois, à quel point ce qui est juste pour nous sur un moment donné peut ne plus l'être par la suite. C'est ce que l'on appelle l'expérience, très simplement. Mes soutiens.
Ce qui m'a entre autres permis d'accepter et mieux comprendre ces différences est principalement lié à l'astrologie et la numérologie. En effectuant des recherches pour mieux me comprendre, si complexe je me sens parfois, et parce que j'ai toujours été attirée par tout ça, j'ai alors également mieux compris les autres, intégré plus consciemment que nous n'avons pas tous les mêmes besoins, le même parcours, pas tous les mêmes priorités et aspirations. Cela m'a beaucoup apporté, m'a même adouci, je dirais, bien que j'ai aussi expérimenté le fait de ne pas tout tolérer et excuser. J'ai eu, il faut le dire, la chance de rencontrer des personnes très pointues dans ces domaines. Aujourd'hui, je fais mes petites recherches personnelles et me sens toujours appelée par tout ça. Alors que j'ai pu avoir une période de vie où tout ce qui représentait le capitalisme me confrontait, j'ai aujourd'hui la sensation d'avoir réussi à trouver un équilibre face à ce sujet, même s'il est évident que l'injustice et l'inégalité ne me conviennent absolument pas. Il est, je pense, important de le trouver, cet équilibre, si l'on souhaite vivre d'une façon plutôt ouverte sur le monde. Disons que l'argent peut être utilisé de différentes manières et que j'admets également qu'il ait sa place dans nos quotidiens et nous permette une certaine souplesse qui n'est pas négligeable. Tout est dans la mesure. Disons que je l'ai associé à une énergie qui circule et qui fait aujourd'hui pleinement partie de nombre de quotidiens ne vivant pas en totale autonomie. Donc pour la majeure partie du monde, nous pouvons le dire. Je ne dirais pas non pour une meilleure répartition évidemment. Il est tellement insensé que certains aient plus qu'il n'en faut pour vivre 10 vies, alors que d'autres n'ont même pas de quoi se nourrir, se loger, vivre dignement, décemment. Tous ces domaines, alliant science, connaissance et sagesse céleste, ont été très révélateurs et passionnants à découvrir et analyser pour moi. Ça a été et est encore régulièrement un fil conducteur qui m'a permis de belles rencontres et beaucoup de confirmations et d'explorations, aussi de conjonctions, faire des liens entre tous ces éléments. J'y mets tout de même un aparté, en étant consciente qu'il ne faille pas non plus s'y perdre et donner trop de pouvoir à tout ça. Ce qui a pu être aidant pour moi et pour d'autres ne l'est pas forcément pour tout le monde, même si j'ai tendance à penser que cela reste intéressant pour tous. À chacun de vivre sa vie et suivre sa propre guidance avec les outils qui lui correspondent. Et si cela est avec le cœur, alors j'ai envie de dire que c'est le principal. Ne pas s'attacher aveuglément et s'enfermer dans une case ou une autre. À vouloir trop contrôler, le risque est aussi de bloquer ce qui arriverait naturellement. Nous avons clairement un pouvoir qui nous dépasse. À chacun donc sa philosophie, variable peut-être en fonction des moments de vie. J'admets tout à fait les bons et les moins bons côtés de chaque vision. Avez-vous besoin de déchiffrer les notes d'une chanson pour vous laisser bercer par elle? Vous n'avez pas non plus besoin de comprendre la vie pour vous laisser porter par celle-ci. Nasrin Reza. Je comprends comme il est facile de ne pas penser à tout ça. C'est peut-être aussi libérateur d'une certaine façon. Se poser trop de questions peut avoir son lot de complications, même s'il m'est difficile de faire autrement. Je ressens tout de même un peu de relâche de temps en temps, mais je réalise aussi comme il est nourrissant pour moi d'explorer le monde au travers de ses différentes formes, d'avoir cette approche sensible et cette curiosité. Ce sont des sujets qui m'interpellaient et m'attiraient déjà étant jeune adolescente, puis qui ont été mis un peu de côté. C'est à la suite d'une grande souffrance émotionnelle que je suis revenue dans ces contrées, et c'est d'ailleurs bien souvent lors de difficultés physiques ou psychiques que l'on s'oriente vers ce que l'on nomme aujourd'hui le développement personnel, ou encore la quête spirituelle. Aurions-nous besoin de nous retrouver en souffrance pour nous ouvrir à de nouvelles perceptions? Ou alors est-ce une forme d'échappatoire afin de pouvoir se raccrocher à quelque chose et trouver la force d'espérer encore? Quoi qu'il en soit, c'est une porte vers de nouvelles perceptions et compréhensions. Et je peux vous affirmer par expérience que se logent dans nos noms, prénoms, dates de naissance, des trésors insoupçonnés. Que les perceptions de certaines personnes sont tout simplement incroyables. Et si je me permets d'évoquer ces sujets avec tant de certitude, c'est bien évidemment car au-delà de ma simple curiosité, j'en ai fait l'expérience personnellement et ai pu le vérifier également autour de moi en constatant l'exactitude des retours sur des proches et moins proches. Toutes ces analyses, tous ces modes de lecture qui reprennent aujourd'hui de plus en plus de place ont toujours existé. C'est ancestral et ce sont des axes passionnants à étudier. Des mines d'informations quant à nos personnalités dans toute leur diversité. Que ce soit des compréhensions sur notre passé, des précisions sur nos qualités, ou je pourrais dire talents à exploiter, ou encore sur nos difficultés rencontrées et les axes pour nous aider. Encourageant et soutenant de pouvoir se lire à travers un axe moins terre à terre. Si je puis dire, car c'est pour moi si clair que ça fait complètement partie de ma vie matérielle également. Des dates passées d'une concordance impressionnante m'ont été données en lien avec des événements marquants de ma vie. Des précisions que seule une personne connaissant ma vie et mon parcours aurait été censée connaître. Je me suis vue face à des personnes capables de me lire, me dire ou me prédire des choses
avec une telle exactitude que cela en est complètement exaltant et incroyable. Entendre ce que j'avais exactement besoin d'entendre à un moment ou à un autre pour avancer dans la bonne direction ou pour comprendre un moment T. Sans se sentir influencé, non. Juste le petit plus qui nous manque parfois face à un choix, une compréhension, ou pour amorcer un changement. Et si à ce moment même, vous vous dites qu'il peut être si facile de dire à quelqu'un ce qu'il souhaite entendre, je vous défie de donner des dates et des actions passées, voire même des phrases complètes déjà prononcées à quelqu'un que vous rencontrez à l'instant. Les événements complètement incroyables à ce sujet ne manquent pas dans ma vie, et ils pourraient à eux seuls remplir un livre, comme le livre capable de faire réfléchir n'importe quelle personne sceptique. Qu'on l'accepte ou non par différents moyens, il est bien possible de lire en nous beaucoup plus loin que ce que l'on peut imaginer. J'y trouve un grand intérêt personnel car c'était au départ le but premier de mes recherches sur ces sujets, mais cela m'a permis une toute autre perception de l'humain au sens large. Mieux comprendre mon entourage et les nombreuses différences qui nous constituent tous. C'est pour moi un axe de tolérance à l'autre que je trouve superbe. Nous ne fonctionnons pas tous de la même façon, n'avons pas tous les mêmes besoins, les mêmes envies, ne venons pas tous de la même étoile si je pouvais dire ça comme ça. Cela n'empêche pas de faire les changements nécessaires à notre mieux-être ou à celui de notre entourage, d'avancer vers de nouveaux fonctionnements, de nouvelles compréhensions, améliorer ce qui peut l'être. Tout ceci est comme une trousse à outils, une façon qui m'est personnelle d'avancer dans la vie. Et cette façon n'est pas forcément un exemple, ni même nécessaire pour certains. Parfois juste pour des moments de vie. Quoi qu'il en soit, cela m'a bien souvent guidée et vraiment beaucoup aidé de par la clarté de certains enseignements et partages. Alors si j'ai un conseil à donner, ce serait celui d'avant tout vous écouter et faire ce qui vous fait vibrer, vous rend heureux, avec toujours cette notion de respect du tout et une belle curiosité. Osez découvrir l'inexploré si celui-ci vous attire, quel que soit ce que votre entourage en pensera. Être soi-même, c'est se faire exclure par certaines personnes. Être comme les autres, c'est s'exclure soi-même. J'en serai. Les mots et leur pouvoir. Lorsque je parle, je suis consciente que mes mots sont plus que de simples mots prononcés. Ils peuvent faire autant de bien que de mal. Ils ont aussi une histoire que nous pouvons prendre le temps de rechercher, une vibration. Cela me fait penser encore une fois au prénom. Juste pour appuyer une idée, n'avez-vous pas remarqué que certaines personnes portant le même prénom relevaient des traits de caractère vraiment similaires? Personnellement, j'ai aussi découvert, malheureusement je dirais, un prénom qui ne s'associe absolument pas au mien. Qu'il soit porté par une femme ou par un homme, il a été source de grands conflits dont je me serais bien passée. Incompatibilité totale. À ce sujet, j'ai aussi trouvé passionnant de découvrir les anagrammes, le remaniement des lettres dans un autre ordre. Quand on sait qu'Albert Einstein donne «rien n'est établi», je trouve ça fou. Ressentir l'essence des mots, ce que l'on ressent en les entendant ou en les prononçant, très simplement, donne déjà un bon aperçu de leur force. Mais il est aussi évident que les mots les plus doux ne font pas le poids face à une action allant à leur encontre. Toujours ce subtil équilibre. Si les actions menées ne reflètent pas les mots susurrés, utilisés, alors ces derniers perdent soudainement une grande part de leur valeur. Nos différences. J'ai également eu l'occasion d'assister à une conférence qui était très intéressante au sujet des différents types de comportements et personnalités en fonction des éléments dominants en nous. Air, terre, feu, eau, métal. Il se trouve que c'est utilisé dans la pratique de la médecine chinoise, que j'ai retrouvée par la suite en réflexologie et en acupuncture par exemple. Certaines entreprises évaluent même les dominances des candidats avant une embauche afin de s'assurer qu'ils correspondent aux besoins de l'entreprise, tant au niveau professionnel qu'au niveau humain, que tous les éléments puissent être présents avec une certaine harmonie afin de favoriser un bon équilibre. Tant de paramètres ouvrant à une immense diversité humaine. Je vois à travers tout ça l'importance capitale de laisser les enfants être qui ils sont, plutôt que chercher sans cesse à les conformer, les mouler, les comparer, tenter de les faire se rapprocher le plus possible de nos propres identités et de nos besoins. Que ce soit le comportement, les centres d'intérêt, les modes d'apprentissage, tout est fait pour favoriser la perte d'identité unique et personnelle, qui est pourtant d'une grande richesse et diversité. Étouffer l'être, alors que notre premier réflexe devrait être de l'encourager à être qui il est. Et si nous sommes aujourd'hui si nombreux dans de grandes remises en question ou de grands changements de vie, je pense que cela est en partie lié à cette conformité recherchée au départ et qui finit par exploser. Ces injonctions à suivre un modèle, familial ou sociétal. Heureusement, les nouveaux modèles se créent progressivement, et malgré tout l'inconfort que cela peut procurer, toutes les difficultés rencontrées, il semble que de plus en plus de personnes soient en quête de retrouver leur propre fragrance.
et ce serait beaucoup plus facile s'il nous avait été inculqué cette possibilité de liberté, si dès le départ on nous avait laissé exprimer notre nous. Je ne cherche pas à culpabiliser qui que ce soit, car c'est une toute nouvelle époque que nous traversons, et il est certain que les générations précédentes ont fait également avec ce qu'elles étaient et leur propre bagage et modèle éducatif. Aussi que nous vivons une période où tout cela se banalise et où il est possible de se poser ces questions et d'actionner ces transformations. Mais je suis consciente que tout ça est aussi lié au contexte, que si nous vivions en état de guerre ou dans une grande misère, les préoccupations et priorités ne seraient évidemment pas celles-ci. D'ailleurs, il m'arrive souvent de m'interroger profondément, me dire que ces démarches sont des démarches de riches, ce qui ne signifie pas du tout que l'abondance financière soit suffisante au bonheur, et que pour beaucoup, ces réflexions n'ont pas la moindre place, au vu d'un quotidien trop pesant. Il n'y a ici en France aujourd'hui pas de bombe au-dessus de nos têtes, et de moins en moins de personnes pouvant en témoigner. Cela s'estompe avec le temps et le départ des anciens. Il n'empêche que la misère est aussi encore à notre porte, malgré l'accumulation de richesses, cette répartition si inégalitaire. Alors je me demande souvent, que sont venues vivre ces personnes dans cette si grande souffrance, violence, incohérence? Quelles sont leurs chances d'évolution? La possibilité pour elles d'une vie plus douce? Le karma est-il tracé comme ça? Certains disent que tout est juste. Personnellement, je n'arrive pas à le penser. Lorsque je pense à l'humain, c'est aussi bien en micro qu'en macro. Je pense à l'individu autant qu'en termes de communauté. Je me dis qu'en sensibilisant chacun à la tolérance, nous pourrions doucement avancer vers plus de paix, une paix individuelle et une paix collective. C'est aussi cela qui m'a amené à animer des ateliers de réflexion auprès des adultes et enfants. Je rêve de plus de tolérance, d'amour, d'aide collective, de moins de violence, de liberté. Que chacun puisse s'aimer, ne pas vivre dans cette souffrance du rejet de soi et des autres, comprendre à quel point il est plein de belles qualités qu'il peut laisser vivre. Que chacun puisse intégrer cette notion de différence sans y mettre d'échelle de valeur. Je ne peux m'empêcher de penser à toute cette discriminalité ambiante, à la violence environnante, au non-respect de la vie qui nous entoure. Que ce soit physique ou verbale, je la trouve vraiment très présente au quotidien, trop présente. Nous sommes rentrés dans des formes de normes à respecter, des habitudes éducatives néfastes, mais qui, tant consciemment qu'inconsciemment, persistent à se transmettre encore et encore. Bien sûr, ce n'est pas si simple car les habitudes sont difficiles à défaire. Ce que nous avons reçu est bien engrammé en nous, tant physiquement qu'au niveau cellulaire. Car oui, nos cellules se souviennent. Et en plus de ça, elles le transmettent indirectement aux enfants qui arrivent déjà chargés de bagages ne leur appartenant même pas. Alors la déconstruction est forcément longue et lente, méticuleuse, et demande quelques efforts, mais on ne peut que constater le nombre de nouvelles pédagogies arrivées ces derniers temps et ne cessant de se développer. Aujourd'hui, l'accès au numérique permet de mieux comprendre tout ça, de partager différentes connaissances qui se retrouvent très largement diffusées, de voir émerger de nouveaux métiers, en soif de bienveillance ou devrais-je dire de mieuxveillance. Je suis aussi bien consciente des difficultés rencontrées qui font que ce n'est pas toujours évident d'appliquer nos meilleures intentions. Je pense aux enseignants et à toutes les personnes en contact avec les enfants, même aux parents tout simplement. Lors d'ateliers animés dans le cadre périscolaire, je me suis moi-même vue en difficulté, malgré tout le bien que j'avais envie de leur apporter. Des enfants fatigués, ayant juste envie de se lâcher. Je ne peux que comprendre et aimerais que ce ne soit pas une option pour eux, mais bien possible de le faire. Trouver la bonne mesure entre un certain cadre, afin d'éviter les débordements, et la souplesse nécessaire et humaine. On leur en demande tellement. Qui peut passer des journées entières assis à écouter et apprendre? Des enfants en pleine poussée d'énergie qui ont besoin de courir, de rire, laisser exploser leur joie et leur créativité? Je ne pense pas. Pas plus que les adultes qui ont besoin aussi de décompresser, de vivre tout simplement. D'ailleurs, lorsque j'étais au Canada, j'étais vraiment ravie que les enfants n'aient pas cours l'après-midi. Ce temps était principalement dédié aux activités sportives. Ils n'avaient pas non plus de devoirs. L'aberration de se rasseoir encore pour travailler après une journée d'école. Il y a vraiment différents éléments à prendre en considération, mais je peux vous assurer que l'ambiance quotidienne y est beaucoup plus douce qu'en France. Une forme de calme général, je dirais. Pas d'inaction, non, mais du calme, comme une douceur de vivre. Nos activités. De base plutôt nomades, nous sommes donc faits pour le mouvement. Tout comme notre corps y est disposé par sa constitution. Il a besoin de se déplacer, de marcher, d'être actif.
Ce n'est pas un mythe que la marche nous est bénéfique. Elle fait partie de nous depuis la nuit des temps, bien qu'elle ait disparu doucement pour bon nombre d'entre nous, ayant plus tendance à nous asseoir derrière un PC que partir crapahuter pour chercher de la nature ou s'occuper de l'extérieur. Je ne remets pas en question le fait que cela nous apporte une grande diversité d'informations. Juste le doigt sur le fait qu'un juste équilibre me semble important à trouver. Beaucoup de métiers impliquent une position assise toute la journée, si loin de nos véritables besoins. Prendre soin de son corps revient à prendre soin de sa force vitale, à honorer cette matière qui fait que nous sommes et sans laquelle nous ne pourrions pas faire grand-chose. Qui plus est, il est reconnu et surtout ressenti pleinement que l'activité physique est plus que bénéfique pour notre esprit et toute notre dynamique. Que l'on se sent beaucoup mieux et en confiance pour avancer et acter de la nouveauté quand ce mouvement est amorcé. Redresser le corps. Je ne suis pas une grande sportive, bien que j'ai été relativement régulière en la matière. Mais la marche est pour moi presque quotidienne, et j'ai trouvé par la danse ma façon de garder plus de mouvement, tout en écoutant mes besoins du moment et en respectant le comment je me sens du jour. Allier le travail musculaire et le plaisir. Je pense que là est le secret d'une activité réussie et en parfaite harmonie avec soi, quelle qu'elle soit. Le mouvement et les bienfaits ressentis sont propres à chacun, au goût, à la culture, à la mémoire du corps. Faire du yoga et n'y trouver aucun plaisir n'a pas plus de sens que faire un footing avec des articulations douloureuses et n'apportera certainement pas les bienfaits escomptés. À chacun de trouver sa potion magique. Et c'est pour moi une bonne façon de lâcher un peu mon esprit souvent trop envahissant. La méditation fait également toujours partie de mes axes de calme. Bienveillance ou exigence? Pour en revenir à nos comportements enfermants auprès des enfants, je vous partage ici deux anecdotes très simples et légères qui illustrent bien certaines différences quant à cet équilibre si difficile à trouver entre la souplesse et le cadre qui reste nécessaire. Vous le comprendrez, l'une m'a profondément agacée et agressé l'esprit, alors que l'autre m'a fait grandement rire et sourire. Nous sommes en mai. Je me pose sur une plage après une marche pour profiter du paysage. Il y a peu de monde, c'est la fin de journée et les températures sont douces. Une famille près de moi, un couple et deux enfants. Un petit garçon d'environ 8 ou 9 ans et une petite fille de 5 ou 6 ans peut-être. Les deux enfants sont en short et pieds nus, ils jouent comme des enfants, mais plutôt calmement. Je ressens leur prudence sous le regard incisif de leurs parents. Bien sûr, l'appel de mettre les pieds dans l'eau se fait sentir et est bien naturel, comme la plupart des enfants qui sont en pleine découverte et qui ont besoin de courir, se dépenser, explorer, s'amuser. Ce qui est d'autant plus beau lorsque cela est avec la nature. On ne devrait d'ailleurs que les comprendre puisque nous-mêmes en connaissons le plaisir. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont pu faire. Les sommations perpétuelles des parents de remonter et de rester à moins de 5 mètres d'eux étaient constantes et sous menace de rentrer immédiatement si ceux-ci s'aventuraient à ne pas respecter cet ordre. Le ton était loin d'être tendre. Rentrer. Je ne comprends pas du tout pourquoi et en quoi ils seraient mieux enfermés chez eux plutôt qu'être dehors à jouer dans un environnement sain et sans danger, à explorer la vie, les matières, les plaisirs simples et gratuits, avoir les pieds dans la mer. Quel sentiment de tristesse et de colère pour moi. C'était injuste. Ils étaient calmes. Il n'y avait aucun risque. Ils étaient vraiment face aux parents, donc sous surveillance. Ils étaient juste naturellement attirés par l'eau, qui, au vu du peu de vent et de la marée basse, ne les aurait certainement pas avalés par une grosse vague. À l'inverse, lors d'une autre balade bord de mer, je me promène beaucoup au bord de l'eau. Ça fait partie de mon quotidien, j'adore ça, et c'est l'environnement dans lequel je suis à ce moment-là de ma vie. Je savoure les sourires communicatifs de tous les passants qui se retrouvent devant cette autre scène beaucoup plus joyeuse. La mer est haute, les vagues sont un peu agitées, mais rien de trop important non plus. Le temps est correct, mais il fait un peu frais, et nous sommes tous équipés de vestes, de manteaux. Deux enfants jouent au bord de l'eau. Ils sont trempés bien que tout habillés. Ils courent dans les vagues et sont dans une immense joie de savourer ce plaisir enfantin. Ils ont même leurs chaussures. La famille au complet est en joie, rigole et profite pleinement de voir le bonheur de ses enfants. Je précise qu'il n'y a aucun danger là où ils sont. Combien de personnes laisseraient se dérouler une telle situation sans être complètement tournées et concentrées sur le fait que leurs vêtements sont trempés, qu'il ne fait pas super chaud et que ça ne se fait pas. Pourtant, nous avions tous le sourire et beaucoup de plaisir face à cette scène. En fait, que ce soit les protagonistes comme les spectateurs, cela nous mettait tous en joie, et j'ai trouvé ça vraiment beau et touchant. Sous couvert, entre autres, du lavage des vêtements,
Nous coupons les enfants de ces moments d'exploration et de contact avec la nature, qui est pourtant bien ce qui me semble le plus naturel et équilibrant, épanouissant. Je me souviens d'une photo sur les réseaux sociaux montrant une petite fille sautant dans une flaque. La boule l'éclaboussait. Le message associé était qu'elle se souviendrait toute sa vie de ces moments, alors qu'il suffirait d'une machine pour laver les vêtements. Je n'ai pas retrouvé le texte exact, mais je pense que vous en comprenez l'idée. Aujourd'hui, nous attachons tant d'importance au fait de ne pas avoir la moindre tache sur nos vêtements que nous en privons les enfants de vivre comme des enfants. La priorité ne me semble pas à la bonne place. D'ailleurs, certains peuples, je pense, seraient bien dubitatifs à nous regarder agir de la sorte. Avant qu'un enfant ne parle, il chante. Avant qu'il n'écrive, il dessine. Dès qu'il est debout, il danse. L'art est fondamental pour l'expression humaine. Felicia Razad. Donc voilà un exemple de ce sentiment de danger permanent que les enfants reçoivent. Juste parce que les parents vivent dans le stress et la peur, le cerveau reptilien est son souvenir du danger. Et cela est vraiment ancré et très automatique pour beaucoup. Ils ont probablement été éduqués ainsi également, avec une bride à danger, une bride autoritaire. Alors ils reproduisent ce schéma, sans même y penser, en se disant que c'est juste normal. Et je comprends bien aussi comme ce n'est pas évident de changer cette façon de penser, ces automatismes, cet instinct de protection parfois exacerbé. Mais ce qui s'inscrit alors dans le cerveau de l'enfant est un signal inadapté à la majeure partie des situations. On lui apprend alors la peur de tout et rien, sans même qu'il y ait d'explication d'ailleurs. Et il grandira avec cet état de vigilance et d'inquiétude, sans faire de distinction avec les véritables dangers. Ce qui entraîne un joli manque de confiance en soi et une panique injustifiée face à des situations banales du quotidien. Des petites actions que l'on pourrait faire spontanément, mais qui étonnamment nous paralysent. Cela nous conditionne, nous freine bien évidemment pour entreprendre. Imaginez un enfant en bas âge à qui l'on dit constamment attention, c'est dangereux, avec cette intonation de panique. Qu'à chaque fois qu'il tombe, il ressent notre panique d'adulte. Quelle information son cerveau va-t-il intégrer? Du danger permanent. Pourtant, son réflexe est bien de se relever et d'expérimenter par lui-même. Cela donne des adultes vivant dans la peur et perpétuant de génération en génération ce qu'ils ont intégré. Bien sûr, il y a un minimum de protection à avoir, et c'est bien le rôle des parents. Mais jusqu'où celle-ci doit aller? Un autre exemple. Les enfants aiment escalader, et ce serait d'ailleurs, il semble, leur première facilité avant même celle de marcher. Mais quel est le sentiment premier des parents? La peur encore. Et la rigidité. On ne doit pas être debout sur une chaise. On ne grimpe pas dans les arbres. Pourtant, en grandissant, sans même qu'on lui dise, l'enfant ne cherchera plus à être debout sur cette même chaise. Surtout qu'il agit principalement par mimétisme. Mais à ce moment-là, il explore, il est face à son instinct naturel, il apprend. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'entendre ces règles de pseudo-savoir-vivre à cet âge-là? Escalader les arbres n'est-il pas un plaisir que nous connaissons presque tous, et surtout un atout en plus d'être naturel? J'ai rencontré il y a un moment une famille avec 5 enfants. J'ai eu tellement de plaisir à voir les petites jumelles de 3 ans s'amuser à escalader les rambardes d'escalier. Sans le moindre sentiment de panique autour d'elles, elles étaient d'une habileté notable et avaient tellement d'aisance. Elles y étaient habituées, c'était évident. On leur laissait la possibilité d'utiliser leur environnement et elles n'étaient pas du tout dans l'inquiétude de savoir si elles avaient le droit ou non de faire ça. Elles ressentaient la confiance de leurs parents, et ça me semble être un vrai marqueur dans l'apprentissage. C'était juste naturel pour chacun, et à mon sens plus ludique que jouer avec un jouet en plastique. Il y a, je trouve, ce sentiment, ce besoin de montrer à l'enfant que c'est l'adulte qui commande et qui peut lui dire non en permanence. Alors peut-être qu'il serait temps de leur laisser un peu d'autonomie et apprendre à ne pas transférer nos paniques et habitudes stressantes d'adultes sur eux. Même si je ne peux que comprendre la difficulté à tenter de laisser cet instinct puissant de côté. Je rappelle qu'il existe des écoles où les enfants étudient et jouent en pleine nature et qu'il n'y a pas plus de blessés. Ils découvrent même pour certains l'utilisation d'outils. Et oui, les excès d'autorité et de directive font qu'il devient ensuite difficile pour l'adulte de prendre des décisions. N'avoir jamais la possibilité de faire marcher son propre discernement, d'écouter ses ressentis, ses envies, juste suivre la marche indiquée sans avoir le droit de répliquer, c'est ensuite tout un travail de déconstruction mentale à faire afin de pouvoir agir avec fluidité sans se torturer l'esprit à chaque décision, parfois même pour peu de choses. Pourtant, en tant qu'adultes, nous savons bien que rien ne vaut l'apprentissage par l'expérience. En fait, ce qui me motive profondément, c'est l'idée d'un monde plus en paix.
L'idée qu'ils puissent se mettre en place en passant de l'individu au collectif. Que les adultes s'apaisent, ralentissent les cris incessants afin de laisser les enfants être et développer plus de confiance en eux. Qu'ils puissent vivre pleinement leur vie d'enfant. Petit à petit, par cette dynamique, il est possible de changer les mentalités. Mais encore faut-il avoir cette envie de changer et commencer à réfléchir à nos comportements, aux automatismes. Et bien sûr que ce n'est pas simple de les changer, de les transformer. Il m'arrive encore de m'écouter, m'observer dans certaines situations et trouver mes mots ou mon comportement non adapté. Je pense que nous avons modelé une société où il est parfois difficile de pouvoir vivre juste avec simplicité. Tout le monde est sous tension et bien des actions qui pourraient être simples deviennent compliquées car l'environnement, le cadre n'est pas adapté. Je pense, entre autres, au nombre d'élèves par enseignant, bien trop conséquent pour que ce soit sain et serein, adapté. Alors que j'écris tout ça, je viens de passer une étrange après-midi reflétant tellement ce constat. Il fait beau, je profite du jardin de la maison familiale maternelle. Les oiseaux chantent, la végétation est vraiment plaisante, je lis, j'écris, je marche pieds nus dans l'herbe, mais tout cela est un peu parasité par un voisinage particulier. Les enfants jouent dehors, du bon sens, au vu de ce beau temps. Ils sont un peu bruyants, mais ce n'est pas le plus gênant. Je suis complètement agressée par les adultes présents qui ne cessent de leur hurler dessus. Le vocabulaire est loin d'être délicat, les injonctions de toutes sortes fusent toutes les 5 minutes. C'est insupportable. Le fait qu'ils jouent avec de l'eau est encore une fois un problème pour les adultes qui ne supportent pas de voir les vêtements mouillés. Décidément, ça me poursuit. Mai 2021. Saint-Nazaire. Il est environ 21h30. Je suis chez moi dans ce second logement nazérien. J'ai la chance de pouvoir profiter d'une terrasse qui m'offre le soleil jusqu'à son coucher. Je lis, les températures sont douces, c'est très agréable. Un étrange bruit lointain vient à moi, comme une démarche particulière, mais je ne sais pas encore ce qu'il se passe exactement. Celui-ci se rapproche et en apercevant alors déambuler dans la rue vide mon nouveau voisin. Ce jour-là, nous vivons encore sous l'injonction du couvre-feu à 19h et les rues sont plutôt calmes. Il semble en difficulté, mais je préfère prendre une minute afin de ne pas lui imposer mon intervention. Ne le voyant pas apparaître de l'autre côté de la rue, alors il est évident qu'il a besoin d'aide. Par la fenêtre, je la lui propose. Sa réponse fut la suivante. Oui, s'il vous plaît, merci. Ces mots résonnent encore en moi aujourd'hui, touché par cette humilité, cette forme d'abandon total de l'estime de soi qui prend si rarement la place dans nos quotidiens. Combien de fois n'osons-nous pas avouer notre vulnérabilité? Combien de fois cachons-nous notre fragilité, nos moments de faiblesse, alors que nous aurions tant besoin d'un peu d'aide? Comme si une forme de fierté nous coupait d'une très simple humanité. Car oui, il s'agit bien souvent d'une démarche très simple que nous décidons de ne pas nous accorder, ayant juste peur du jugement. Et pourtant cet homme a osé. Et peu importe le contexte, c'est sans jugement aucun que j'ai pu lui apporter ce dont il avait besoin à ce moment-là, et je me suis sentie, je pense, aussi touchée que lui, qui a été surpris de recevoir cette aide dans ce moment de fragilité. Nous passons si souvent à côté d'opportunités très simples de s'entraider, car nous nous laissons happer par la peur. Pourtant, ce sont bien souvent des instants où seul le cœur sait et fait. Relation de cœur, relation douceur ou relation douleur. En parlant de cœur, cela me ramène à évoquer les relations amoureuses. Un domaine que j'ai largement expérimenté depuis mon adolescence, tant me concernant directement que par mon entourage. Sans vraiment le vouloir, il semble que mon chemin à ce sujet soit assez atypique et varié. Ce qui fait peut-être que je me retrouve très souvent sollicitée pour les conseils à ce propos. On pourrait dire étonnamment, mais c'est pourtant bien le cas. Disons que les points de vue et expériences de certains sont adaptés à la situation de certains autres. Et puis, au final, chacun reste maître de ses décisions et actions. Bien que je ne prône pas l'idée de se séparer au moindre problème, je ne suis pas en phase avec celle de se sacrifier dans des relations amoureuses douloureuses, ni ailleurs par la même occasion. Je vois trop de personnes se sentant mal dans une relation, mais n'osant pas la quitter, pour différentes raisons qui semblent toujours honorables, mais qui finalement ne le sont pas vraiment. La loyauté que l'on veut avoir envers l'autre se transforme souvent en déloyauté envers soi-même. Ce qui revient malgré tout à être faux envers le ou la partenaire aussi, puisqu'on se retrouve alors à le bercer d'illusions. Au final, personne n'y trouve son compte, et c'est une vie de mensonge pour tous. N'est-il pas plus agréable de se libérer de ce qui ne nous convient pas, même si cela implique un certain courage, de la force et la conscience qu'un passage délicat voire souffrant va être traversé?
Mais la séparation est parfois aussi l'occasion de permettre à l'autre cette libération, qui même si elle s'avère douloureuse un temps, finira par s'apaiser et laisser place à une nouvelle page, salvatrice. Il est, je le sais, parfois très difficile de passer à l'acte, et surtout de se confronter à ses doutes, d'accepter le message qu'ils viennent nous passer. Au fond, nous savons déjà. Mais nous restons figés dans la raison, dans la peur du changement, de passer à l'action, et avec parfois l'idée que les choses vont peut-être s'arranger. C'est pourtant une vraie libération lorsque le trop-plein se fait un jour sentir et permet d'actionner le mouvement d'une séparation, qui n'est jamais agréable, je le conçois. Je ne le sais que trop bien. Pourtant, il arrive un moment où il est important de se rendre à l'évidence et d'accepter de regarder en face ce qui ne fonctionne pas. Comme un bon indicateur, lorsqu'une relation éteint notre lumière plutôt que réveiller notre beauté, intérieure comme extérieure. Il est temps de s'ajuster et surtout ne pas laisser le temps s'écouler à notre détriment. Plus le temps passe, plus la difficulté s'installe. Et comme il a toujours été important pour moi de sentir que j'étais allée au bout de la relation, que j'avais fait tout ce que je pouvais, il est évident que je me suis aussi souvent épuisée naturellement. Aller trop loin, alors que l'on connaît la finalité, ne fait que nous fragiliser un peu plus et rallonger la phase de guérison, même si cela me permet en sorte d'en avoir pas de regret. Et encore parfois le regret d'être allé trop loin est tout de même là. La frontière est mince entre le moment où l'on sait que nous n'en aurons pas et celle où le doute subsiste. Je le sais. Il n'est pas évident d'accepter que certaines choses ne fonctionnent pas et que s'y attacher est pire que de lâcher. Lorsque je me suis officiellement lancée dans mon activité d'auto-entrepreneur, que j'ai commencé à organiser des événements de groupe et des accompagnements individuels en mon nom, j'ai rencontré dans les mêmes temps une personne. Cette relation a démarré très rapidement. Il m'avait été un peu difficile d'oser me lancer dans cette nouvelle aventure en étant à mon compte, et j'étais finalement assez fière de moi, d'avoir dépassé ces barrières, et de pouvoir exprimer publiquement mon travail et mes passions, d'avoir enfin créé mon activité, avec toute l'organisation et l'implication que cela demande. Un peu fragile, bien que sûre de moi, au vu des retours que je pouvais avoir depuis un certain temps, je me suis alors vite retrouvée en difficulté. Mon compagnon ne comprenait pas ma démarche, me dévalorisait en force et était pris de profonde jalousie complètement ingérable et destructrice. Alors que le contact social fait partie de mon quotidien, de ma personnalité, de mon activité, je me retrouve face à quelqu'un pour qui m'imaginer discuter avec une personne est difficile voire insupportable. Pour qui la simple idée que je puisse avoir un passé est trop lourde à accepter. Demander des nouvelles d'une personne de sexe masculin était forcément ambivalent, quel qu'il soit. Ma persévérance dans cette histoire, bien que courte, m'a valu une extinction intense de ma force de vie et a été le trop-plein supplémentaire de certaines difficultés rencontrées. Je me suis alors retrouvée dans l'incapacité totale de continuer sur ma lancée. Alors que j'avais besoin de soutien dans ces débuts, c'est l'opposé que j'ai trouvé. Face à quelqu'un qui me voyait plus comme une opportunité de m'intégrer dans ses propres projets, afin de me garder à proximité, sous contrôle, plutôt que laisser la place à ce que je voulais créer dans son intégralité. Bien sûr, j'ai tout de même pu laisser exprimer certaines de mes envies, de mes idées, qui ont aussi été accueillies. Mais une partie restait bridée, et le poids du quotidien était particulièrement pesant. Mes actes et mes mots devenaient hésitants, sachant que tout pouvait devenir source de conflits, de reproches dissimulés. Il aura fallu à peine 6 mois de relation pour me sentir achevée. J'ai pourtant bien vite ressenti le problème s'installer. Bien vite ressenti que cette relation était compliquée et loin de m'apporter la joie et la fluidité d'une histoire d'amour. Bien vite ressenti que je me perdais à force de m'adapter, me suradapter à la personne que j'avais face à moi, à force d'essayer, de rassurer, me justifier, me faire accepter pour qui j'étais en totalité, avec l'espoir de... Car j'avais vraiment l'espoir. Il y avait évidemment des points très concordants avec mes aspirations de départ et des sentiments évidents. Je pense que c'est en partie ce qui fait que l'on se rattache à ces histoires qui nous font mal. Il m'a fallu quitter cette relation qui m'éteignait de plus en plus malgré mon attachement et commencer un long chemin de guérison. La goutte d'eau, celle qui fait déborder le vase. La vie étant déjà parfois suffisamment difficile pour ajouter ce type d'expérience. Il y a des blessures qui, au lieu d'ouvrir notre peau, nous ouvrent les yeux. Pablo Neruda. J'ai découvert assez jeune la violence des relations, tant physiques que psychologiques. À 17 ans, j'ai rencontré quelqu'un de violent, d'impulsif, qui avait le geste de la main facile. À partir du moment où c'est arrivé une première fois, ça s'est reproduit. Ce n'était pas du quotidien, non, mais c'était bien là, et c'est par une plainte pour coups et blessures que cette histoire s'est terminée. Je ne tiens pas du tout à me victimiser par ces partages, je tiens surtout à ce que cela puisse servir à celles et ceux qui vivent quelque chose de similaire et vous permettre de comprendre mon parcours, ma vision des choses actuelles.
J'ai rencontré une douzaine d'années plus tard un profil bien particulier. J'en avais cerné une bonne partie de la personnalité, et je me suis tout de même laissé embarquer. Je n'ai pas écouté mon intuition qui était pourtant forte. Je me suis plutôt laissé convaincre par son insistance et son entourage qui l'appréciait et le valorisait tant. La fameuse histoire m'ayant d'ailleurs ramené sur la voie du développement personnel, comportant aussi son lot de limites, de dérives et de croyances douteuses, et du spirituel, tant il m'avait fallu chercher à comprendre ce qui se passait pour moi et trouver des sas de douceur. Le personnage si apprécié de ses amis, si festif et jovial, qui au final était menteur, manipulateur, calculateur, violent. Évidemment, tout n'était pas sombre, et il y avait également de bons moments partagés. Je pense que c'est ce qui fait en partie que beaucoup de personnes se raccrochent à ces relations difficiles. Elles sont souvent parsemées de moments plus doux et de partages suffisamment forts pour avoir l'espoir d'une amélioration et nourrir le lien existant. Et si je partage ici cela, c'est autant pour amener au fait que nous ne nous écoutons pas suffisamment que pour encourager les personnes se trouvant dans des situations maltraitantes à tout faire pour en sortir. Ce n'est pas toujours facile, non, c'est même plutôt difficile, mais ça me semble indispensable. La façon de se retrouver dominée est parfois si subtile qu'elle est à peine perceptible. Nous ne sommes pas sur Terre pour subir les excès de violence d'un ou d'une partenaire, ni de toute autre personne, que nous ne pourrons dans tous les cas pas aider ni changer, du moins sur le moment. Il m'aura fallu, pourtant, un certain temps afin de pouvoir me libérer émotionnellement. Et cela reste forcément en nous d'une certaine façon, c'est une cicatrice interne. Aussi, avec du recul, il est assez étonnant de se dire que nous avons d'une certaine façon toléré tout ça, cet irrespect de nous, de moi, pour parler en mon nom autour de cette situation. Il n'est pas utile de s'auto-flageller par la suite, cela ne changera pas la situation. Par contre, nous pouvons le prendre comme des petits rappels, afin de ne pas réitérer trop souvent nos pas douloureux. Fais attention à ce que tu tolères. Tu enseignes aux autres comment te traiter. Citation célèbre. Je ne tiens pas à faire un état des lieux amoureux ici, ni dresser de procès, juste donner un très léger aperçu d'un long parcours dans ce domaine. Très varié, enrichissant évidemment, avec de bons moments heureusement, mais dans lequel je ne peux qu'avouer y avoir laissé beaucoup de plumes. D'où ma grande détermination à encourager chacun à ne pas rester dans des relations trop compliquées, lourdes ou douloureuses. Entre autres, face aux abus de pouvoir et de confiance. Et même si nous n'avons rien à reprocher à l'autre, il n'est pas interdit de penser à soi, d'admettre que nous ne sommes pas dans la relation dont nous rêvons, et que toutes les qualités requises ne sont parfois pas suffisantes pour allumer la flamme du cœur. Étant particulièrement passionné et sensible, en principe bien investi malgré une part de doute souvent présente, je peux vous dire que je connais parfaitement bien les émotions décuplées. J'avoue que j'aimerais parfois pouvoir les mettre au placard, même si elles savent aussi m'emmener sur les nuages. Disons que je vis avec beaucoup d'intensité, et qu'il est évident que je ne pourrai jamais me plaindre d'avoir eu une vie plate, bien au contraire. Les ascenseurs émotionnels vont finir par me devenir familiers. L'éducation et le monde actuel nous amènent à la fois à nous libérer de ce qui ne nous convient pas plus facilement, et à la fois à rester par idée de devoir. Cette façon de se vouloir fidèle à l'autre n'est pourtant parfois qu'une grande illusion et surtout un grand mensonge pour chacun, tant pour nous que pour l'autre. À quoi bon porter ce masque et être aimé pour ce que nous ne sommes pas? L'amour me semble consister à permettre à l'autre de briller pour qui il est vraiment et non pour ce que l'on attend de lui. Mais je ne pense pas que se sacrifier pour faire perdurer une situation inconfortable soit honorable, et encore moins profitable à qui que ce soit. Je ne pense pas non plus qu'être aimé pour ce que nous ne sommes pas soit une bonne chose. Il est, je pense, important que chacun puisse ressentir la joie d'être en présence de l'autre, et que pouvoir partager un dialogue clair et sincère fasse partie des bases primordiales. Le temps de qualité. Lors d'une visite d'habitat naturel à Plomeur, dans le Finistère, j'ai trouvé très intéressant le fait qu'ils évoquent l'importance d'une construction comprenant une pièce principale partagée et un nombre de pièces individuelles équivalent au nombre d'habitants du logement. La nécessité que chacun puisse avoir un espace pour soi. Je ne peux qu'adhérer. Je pense qu'il est vraiment bénéfique et équilibrant pour chacun de pouvoir vivre des moments de partage comme des moments seuls. Bien que je sois consciente que pour beaucoup, cela ne puisse pas faire partie du quotidien, mon côté utopique. Pour moi qui ai un grand besoin d'indépendance, d'espace-temps pour me ressourcer, d'avoir suffisamment de place pour laisser émerger ma créativité, mes idées, me reposer de mes nombreuses pensées et émotions variées, m'informer, échanger, respecter ma personnalité, il est impératif que cela soit compris et accepté, tant dans mon environnement familial qu'amical ou sentimental.
Je ne peux pas donner le bon côté de ma personnalité si je me retrouve face à des personnes cherchant en force ma présence, à me tirer dans leur direction, à accaparer mon attention ou en demande trop forte de présence. Le point de saturation se fait alors vite sentir et cela devient extrêmement inconfortable et même désagréable pour moi. Et donc beaucoup moins appréciable pour l'autre également, bien que cela semble ne pas toujours lui poser de problème, à moins que le manque d'observation et d'empathie soit dominant. Il est pourtant, je pense, important de savoir que l'autre est pleinement là et surtout confortable dans cet échange, dans cette présence. C'est un point très particulier et avec lequel je passe beaucoup de temps à composer dans ma vie. Je suis particulièrement sensible et attentive aux énergies des personnes qui sont près de moi, au bruit, à l'environnement. Je vis et ressens beaucoup de choses et d'émotions et cela prend beaucoup de place en moi, me demande beaucoup d'énergie. Ça me permet autant de pouvoir avoir une réelle et profonde écoute active que m'emmener dans des situations compliquées. Loin d'être toujours bien comprise d'ailleurs. C'est parfois un petit combat que s'autoriser à être soi lorsque l'on ne rentre pas dans le moule environnant. Pourtant, ne pas pouvoir être tout le temps présent ne remet absolument pas en question l'amour et la bienveillance que l'on peut ressentir pour les autres. Je ne peux tout simplement pas donner du temps de qualité en illimité sans prendre soin de moi, sans passer beaucoup de temps en solitaire. Nos besoins sont uniques et variés, et il me semble important de les écouter et les faire entendre. L'équilibre. Il n'est pas toujours facile à trouver, mais nous pouvons essayer de nous en rapprocher, nous respecter et respecter tant que possible. Les points de vigilance sont partout, que ce soit dans la vie familiale, où l'adulte tient à ce que l'enfant n'ait pas son mot à dire et soit pleinement soumis aux décisions et injonctions, dans la vie professionnelle, où la différence de statut est souvent un argument entier et suffisant pour exiger en permanence de l'autre, dans le rapport à son voisin, pas uniquement celui de son palier, mais aussi un peu plus loin, le rapport au sexe différent, à la couleur de peau, à la relation amoureuse, à l'argent, et j'en passe. Dans la façon que l'homme a de dominer les animaux, les soumettre à sa volonté en les dénaturant totalement, oubliant complètement les termes de liberté, d'instinct, de sensibilité, le tout d'ailleurs en pensant souvent aimer. C'est pourtant souvent plus de la possessivité. Dans le rapport de l'homme à la nature, à la terre, le côté circulaire est complètement mis de côté, alors que nous avons profondément tous besoin les uns des autres. En tant qu'humains, oui, mais également entre les différents règnes, les différents éléments. Ne l'oublions pas, l'un ne va pas sans l'autre. C'est ce regard sur le monde qui pourrait éventuellement ramener un peu de douceur dans ces quotidiens trop agités et trop violents. Oui, depuis des millénaires, la violence est plus que présente et sous différentes formes. Et elle est, paraît-il, moins présente malgré tout. Mais j'ose espérer bien des améliorations et actions permettant de tendre vers une autre façon de faire, d'être. J'en vois déjà beaucoup de prémices, mais nous pouvons aller encore beaucoup plus loin, apporter et créer beaucoup plus de doux, de changements positifs et enthousiasmants, avancer vers ce monde plus juste dont nous avons très certainement tous envie et besoin. Quoi qu'il en soit, je vais de mon côté continuer à œuvrer à ma façon, en respectant ce que je peux faire avec ma personnalité, puisque cela commence aussi par là. Je reste également ouverte à ce que la vie me propose, à l'inattendu, aux expériences enrichissantes, aux rencontres qui nous sont indispensables à tous, à la vie, tout simplement, même si parfois, souvent, celle-ci m'interroge, me questionne. Respectons-nous les uns les autres, encourageons-nous, aimons-nous, soyons semeurs de graines vers un monde meilleur. Tout ce que j'ai partagé ici, que ce soit des expériences, des idées, des points de vue, est un regard personnel et n'est en rien une vérité absolue. Tout cela est lié à ma propre sensibilité. J'aspire à un monde plus juste, très simplement, et je suis sûre que par toutes ces actions communes et la prise de conscience de plus en plus présente, nous pouvons mettre en action le meilleur de nous-mêmes pour tendre vers un schéma beaucoup plus doux. Nous voici à la fin de cet audio. J'espère que celui-ci aura été agréable à écouter pour vous et vous mènera peut-être dans différentes réflexions. Je vous remercie profondément pour votre écoute, votre présence. Et pour terminer, je vous invite à fermer les yeux et à vous laisser bercer simplement par le son du carillon. Et je vous souhaite une très belle journée ou une douce soirée en fonction du moment pour vous.
Je laisse infuser mes pensées. Je prends le temps d'écouter mon corps et de le laisser me guider vers ce qui est bon ou non pour moi, de ressentir ses messages. C'est notre indicateur du quotidien.